Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve. Bienvenue à tous dans les débats d'Europe Soir, dernière ligne droite avant le premier tour de l'élection présidentielle. C'est maintenant dans 8 jours. Nos débatteurs sont là pour passer en revue l'actualité politique, très dense, vous l'imaginez, avec notamment un président candidat qui tient meeting encore en ce moment à la Défense Arena. Tenez-vous bien, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. 18h sur Europe 1. Et dans l'actualité de ce jour, ce grand meeting, donc celui d'Emmanuel Macron, façon Super Bowl, 30 000 personnes amassées à la Défense Arena, dont la quasi-totalité du gouvernement. C'est donc l'unique meeting politique d'Emmanuel Macron, candidat qui annonce un projet de progrès, d'indépendance et d'avenir pour la France et pour l'Europe. Du côté des autres candidats meeting aujourd'hui de Fabien Roussel et de Philippe Poutou, Yannick Jadot lui a participé à un rassemblement contre la chasse à courre à Compiègne. Quant à Éric Zemmour, il s'est fait jeter d'une salle de foot en salle à ex-propriété du frère de Zinedine Zidane. En Ukraine, l'actualité de ce samedi, c'est l'évacuation des civils à Mariupol. Plus de 3000 personnes ont déjà fui la ville assiégée par les forces russes, 160 000 y sont toujours bloqués. Notez que Max Levin, ce célèbre photographe reporter ukrainien disparu depuis 3 semaines, a été retrouvé mort près de Kiev. Il était sans armes et portait une veste siglée presse. Il est le 6e journaliste à mourir dans ce conflit. Enfin, sachez que le pape François envisage une visite prochaine en Ukraine à l'invitation du président ukrainien Zelensky. Le sport d'abord avec le tennis et ce gros coup dur pour Daniil Medvedev. Le russe et numéro 2 mondial a été opéré d'une hernie. Résultat, il sera probablement absent des cours pendant 1 ou 2 mois. Sa participation notamment à Roland-Garros qui débute le 22 mai semble très incertaine. En foot, c'est la 30e journée de Ligue 1. Avec en ce moment Nice-Rennes. Où en est-on, Frédéric Ellion? C'est la mi-temps, Pierre, et pour l'instant, la meilleure défense prend le dessus sur la meilleure attaque, 0-0. Merci Frédéric, à tout à l'heure dans le journal de 19h où débutera le match entre Lille et Bordeaux. Et puis à 21h, on devait avoir Saint-Étienne-Marseille, mais le match est reporté à cause de la neige. Les joueurs devraient jouer demain. Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve. Avec moi ce soir jusqu'à 20h autour de la table, aucun soutien politique, respect du temps de parole du CSA oblige. Marie-Virginie Klein, bonsoir. Bonsoir. Conseillère en communication, bonsoir à l'avocat Jean-Yves Le Borgne, maître, bonsoir. Bonsoir à Raphaël Steinville, bonsoir. Mon confrère de Valeurs Actuelles, et on attend d'une minute à l'autre le président du think tank Le Millénaire. Le voilà, il arrive. C'est ça les joies du direct. Vous voyez, il y a quand même un type qui arrive dans votre studio. Il est encravaté, il débarque, il pose son manteau. Bonsoir à vous, William Tay, président du think tank Le Millénaire. Et avant d'aborder ce grand meeting du chef de l'État candidat à la Défense, je voulais vous faire entendre en vrai, dans vos oreilles, cette statistique, l'abstention donnée à 30%, vous le savez au moins. Voici des paroles de Françaises et de Français cueillies ce matin dans le 15e à Paris par le micro de Nina Droff. Je ne me suis pas encore tout à fait décidé, même à une semaine du premier tour. J'ai longtemps hésité entre les différents candidats de gauche. J'hésite en fait entre voter plus selon mes convictions ou plutôt selon ce qui pourrait avoir une chance d'être représenté au deuxième tour. Je sais pas trop en fait, encore j'hésite un petit peu à voter utile comme on dit, je sais pas. Il y avait l'effet Covid, ensuite la guerre en Ukraine qui fait qu'on est assez peu concentré sur ces sujets. Il y a une distance par rapport au monde politique aussi, d'intérêts qui sont parfois pas forcément l'intérêt des Français, mais l'intérêt de la politique pour les politiciens. Voilà, les Français indécis, on en parle depuis plusieurs semames maintenant, 30% au moins d'abstention. C'est grave, docteur? Tiens, Raphaël Steinville. C'est grave, en tout cas c'est un mot que connaît la France depuis des années, qui ne cesse de s'aggraver. On avait connu un petit sursaut, me semble-t-il, à la dernière présidentielle, et toutes les élections intermédiaires nous ont fait la démonstration du désintérêt de plus en plus grand. Alors je ne sais pas s'il faut parler de désintérêt ou si c'est les politiques... Ou de l'indécision. Oui, non, je pense qu'il y a quand même une dépolitisation du champ qui fait que c'est compliqué en fait d'intéresser les Français à ce qui se passe. Tout est fait pour les distraire ou les occuper ou
leur donner d'autres raisons de Ce que dit s'intéresser. justement cette jeune fille, il y a eu le Covid, maintenant la guerre en Ukraine. Oui, c'est vrai. Je crois, c'était Jean Lassalle qui parlait d'une campagne pourrie. Dans un sens, on peut comprendre. Alors, c'est compliqué pour les petits candidats, mais c'est vrai que l'absence de débat, l'absence de confrontation entre les uns et les autres et des offres politiques qui, pour parler ne serait-ce que de l'offre politique du président qui vient picorer chez les uns et les autres, tout ça participe du fait, je pense, de rendre compliqué la lisibilité du débat démocratique. Marie-Virginie Klein. Je crois que c'est la première fois qu'il y a des sondages qui donnent le taux d'abstention aussi élevé à une semaine du premier tour. Si on compare un peu, en 2017, l'abstention réelle, elle était de un peu plus de 22%. Et même dans les sondages, on n'a jamais donné plus de 30% d'intention de vote à une semaine du premier tour. Pour moi, évidemment, je rejoins ce qui a été dit. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de débat. On a aussi l'impression que sa voix ne va pas compter. On se dit un peu, le second tour, le premier tour est joué d'avance. Ouais. Le second tour, on imagine aujourd'hui bien le duo qui se présente. Il y a quand même relativement peu de suspense. On va en parler tout à l'heure. Ouais. Voilà. Et donc, une abstention, à mon avis, qui effectivement sera forte. Et une autre remarque aussi, c'est que quand on se promène dans les rues de France, il y a beaucoup moins de personnes qui tractent, beaucoup moins d'affiches un peu partout. Et on n'a pas l'impression qu'il y a vraiment, dans une semaine, un rendez-vous politique très fort qui se joue. Oui, crucial. Maître Le Borgne. Moi, je pense que l'abstention qui se dessine, semble-t-il, n'est pas à mettre sous le coup d'un désintérêt, d'une sorte de marginalisation d'une partie de nos compatriotes qui considéreraient que le scrutin n'est plus le mode naturel d'expression. Je crois au contraire qu'il y a le constat qu'on n'est pas dans une situation habituelle. Nous avons eu l'habitude, alors je remonte là à quelques décennies, d'une sorte d'affrontement des programmes. Il y avait une gauche, il y avait une droite, chacun avait un programme dont le détail d'ailleurs n'était pas nécessairement connu par tous les électeurs. Il y avait un centre aussi. Oui, il y avait un centre, mais enfin il a jamais été le centre particulièrement au cœur du débat, ce qui d'ailleurs est peut-être a un écho aujourd'hui. Mais surtout, il y avait, je dirais, l'illustration d'un affrontement. Il n'y a plus cette illustration. Et aujourd'hui, je crois qu'on ne vote pas vraiment pour un programme. D'ailleurs, prenez un exemple. Avez-vous entendu parler de la santé dans les débats divers des programmes des uns et des autres? Non. Avez-vous entendu parler de la justice dans les programmes des uns et des autres? Pas plus. Là, cet après-midi, quand même. Enfin, oui, non, voilà. Oui, il était temps. Oui. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que cette élection, je crois d'ailleurs comme un certain nombre d'autres élections dans le passé présidentielles, consiste à choisir un individu. Et au fond, on a compris, parce que les années récentes l'ont illustré, qu'un président, c'est pas celui qui déroule un programme qu'il a annoncé lorsqu'il était candidat, c'est celui qui fait face à un inattendu et à des crises qui tombent sans s'annoncer. Ça change complètement le débat. Et je pense que ça peut désarçonner un certain nombre de nos compatriotes. William Tay, sur l'abstention et sur le manque d'intérêt. Alors, il y a plusieurs points. Il y avait un sondage qui était très intéressant, qui était sorti au mois de février-mars, donc avant la crise en Ukraine. C'est un sondage Opinionway qui disait qu'il y a 75 à 77% des Français qui disaient que, premièrement, les sujets ne répondent pas à nos préoccupations. 2, les candidats préfèrent parler d'eux-mêmes plutôt que d'une vision de la France et des préoccupations des Français. Donc je pense qu'il y a un premier problème, c'est le nombre de candidats. Parce qu'on se rappelle qu'en 2002, c'était là où il y avait le plus fort taux d'abstention. C'est le premier point. Et deuxième point, c'est que plus il y a de candidats, en fait, moins ça conduit les gens, comme vous l'avez rappelé, à la question de l'affrontement entre deux visions du monde. Deuxième point, c'est qu'en fait, quelles sont les visions du monde qui sont proposées par les différents candidats? Il y a Emmanuel Macron qui est passé d'un candidat disruptif en 2017 qui proposait une vision centrée sur l'Europe, aujourd'hui qui est plus un candidat gestionnaire qui pique des éléments au centre-gauche, au centre-droit, en fait, pour compléter sa vision et pour s'assurer sa réélection. Mais dans le même temps, Marine Le Pen, qui proposait une vision claire en 2017, s'est normalisée de plus en plus, à quel point on ne sait plus aujourd'hui quelle serait une Marine Le Pen qui serait présidente de la République, qu'est-ce qu'elle ferait concrètement, en fait, dans le cadre
d'une présidence de la République. Le troisième élément qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, les différentes crises que nous avons vécues dépolitisent une partie des gens. Et en fait, ce qu'on a vécu, en fait, la crise du Covid, on l'a vu... Puis les rassemble aussi. Les rassemble, en fait, autour de sujets communs. Donc, en fait, il n'y a plus d'affrontement, vu qu'il y a un consensus sur comment on doit gérer la crise sanitaire. Il y a désormais un consensus sur la question de la participation de la France dans la construction européenne. Il y a différents consensus qui sont établis. Et plus vous avez de consensus, moins vous avez d'affrontements et moins de divergences. Après, il y a un quatrième élément. Il y a un consensus oublié sur l'Ukraine aussi. Sur l'Ukraine aussi, la plupart des candidats sont d'accord commun, avec la politique menée. Avec la politique qui est menée. Il y a un quatrième point qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, l'apparition d'Emmanuel Macron dans le champ politique en 2017 a déconstruit les grands partis politiques, donc le Parti socialiste ce qu'on disait, et les Républicains. Mais dans le même temps, vous n'avez pas eu de nouvelle offre politique capable de substituer en fait ce grand clivage. Et si avant vous avez un clivage entre la gauche et la droite sur deux visions du monde, sur comment en fait on doit gérer la France et comment on doit construire la France dans les 30-40 années à venir, aujourd'hui vous avez un consensus et deux, vous avez de moins en moins d'affrontements, ce qui conduit en fait à une dépolitisation des gens. L'offre qui pour contrer le grand parti d'Emmanuel Macron, c'est justement le retour aux fondamentaux avec une gauche et une droite. Mais enfin, on voit ce que ça donne dans les sondages. Pour l'instant, c'est pas extraordinaire. Je vous rappelle, le dernier rolling IFOP tombé hier soir est donc valable encore aujourd'hui. 28% pour Emmanuel Macron, 21,5% pour Marine Le Pen. On a des chiffres à peu près comparables chez Elab, 28,5 et 22. 15%, ça c'est égal pour Jean-Luc Mélenchon. Et derrière, après ça tombe. 11% pour Zemmour, 9,5% pour Pécresse, 4,5% pour Jadot, 3,5% pour Fabien Roussel. Je vous le disais en titre, le meeting du jour, parce qu'il n'y en aura qu'un de meeting, c'est celui d'Emmanuel Macron, à la fois président et candidat. Emmanuel Macron, je le disais, en tête dans les sondages sans discontinuer depuis l'été dernier, même si ça a baissé dernièrement ces derniers jours. Et dans une anaphore, le candidat LREM a voulu comme se justifier de tout ce qu'il a fait pendant son quinquennat. Nous n'avons jamais renoncé. Malgré les crises, nous avons tenu nos promesses. Pour mettre fin à ce mal français qui était le chômage de masse, il fallait s'attaquer aux vieux tabous sur la fiscalité, le droit du travail, l'assurance chômage. Nous l'avons fait. Il fallait lever les freins à l'entrepreneuriat, à l'innovation, à l'investissement. Nous l'avons fait. Voilà, on vous en a dit 2, mais il y en a eu au moins 15 nous l'avons fait. C'est une bonne entrée. Que dit la conseillère en communication là-dessus ? Il faut toujours un peu des punchlines. Donc là on... Merci pour rendre hommage à notre émission. Là, on en trouve d'ailleurs, on décryptera peut-être plus tard, mais c'est pas les seuls du meeting. Moi, ce que je trouve impressionnant, c'est vraiment toute la forme autour du meeting. Je ne sais pas si je peux en dire un mot, mais vous l'avez dit, on est dans une ambiance, parce que c'est la forme, et la forme parfois prend le dessus sur le fond, mais on est, comme vous l'avez dit, dans une ambiance Super Bowl, dans la plus grande salle de concert d'Europe, donc 30 ou 35 000, 30 000 personnes. Il y a énormément de musique. Il y a énormément il y a un sens charnel, il essaye de se mettre dans le public, il est arrivé en entrant dans le public vraiment comme une rockstar. Et d'ailleurs, je crois que même pour faire tous les préparatifs, il vérifiait chaque détail, il laissait rien au hasard, un peu comme un Mais il y a un chauffeur de salle, on a vu le scène. chauffeur de salle sur les images qui disait voilà, il va arriver, vous allez faire une holla. Donc là, c'est vraiment du grand spectacle, il y a plusieurs écrans géants. Donc je crois qu'il est seul sur scène. Il y a plusieurs écrans géants qui retransmettent. Je pense qu'il y a une ambiance en ce moment dans cette salle de concert absolument chauffée à bloc avec tous les soutiens d'Emmanuel Macron. C'est le seul, et c'est un peu le début de sa campagne. Finalement, c'est maintenant que commence sa campagne. Et on imagine bien qu'il essaye par là de terminer d'entrer dans cette dynamique sur les 7 derniers jours de campagne pour que la question ne se pose plus. Sur ce qu'on vient d'entendre, Jean-Yves Le Borgne, le bilan, c'est ce qu'il y a de plus important pour un président sortant ? Alors, je ne dirais pas que c'est ce qu'il y a de plus important, mais il est bien évident que quand on est encore en fonction et qu'on vient d'accomplir un quinquennat, on ne peut pas ne pas rendre compte aux électeurs de ce que l'on a fait. Alors, parce qu'on commence un discours un peu comme on veut. Là, ça a commencé par, voilà, nous l'avons fait, ça, nous l'avons fait, ça, nous l'avons fait, ça a duré à peu près 10 minutes. Bon. Ça ne me paraît pas illogique. C'est le bilan avant l'annonce de l'avenir. Je ne sais pas ce qui a été dit après, parce que je n'ai pas entendu... On va vous passer quelques extraits. Bon, mais il me paraît logique qu'il fasse un bilan en disant « je vous avais indiqué que »
Ça a été fait. C'est difficile de passer outre à cet exercice-là. Alors, quant à la forme dont vous parliez à l'instant, cette mise en scène, le rockstar, je crois de plus en plus que ces meetings appartiennent à un autre âge, que c'est une manière de sacrifier à un usage. Alors on ne peut pas ne pas le faire. Qu'aurait-on dit si le président sortant n'avait pas sacrifié à ce rite? C'est même plus qu'un usage. Mais en réalité, est-ce que c'est de nature à vraiment bouleverser, qu'il s'agisse de celui d'Emmanuel Macron ou d'un autre, à vraiment bouleverser et l'image du candidat et l'intention des électeurs? Je n'en suis pas sûr, car en réalité, comme nous pouvons l'imaginer, les annonces, les préférences, les thèmes qui sont mis en avant me paraissent relativement secondaires. Ils donnent une indication sur ce qu'est ce candidat. Mais en réalité, l'électeur se demande: que fera-t-il? Que ferait-elle face à quelque chose de difficile? On ne peut pas raconter n'importe quoi non plus, c'est comme une plaidoirie. Non, on est d'accord. Mais entre ne pas... on connaît les vôtres, si je puis me permettre. Mais ne pas raconter n'importe quoi, c'est une chose. Mais ne pas raconter n'importe quoi, c'est une formule négative. Ce n'est pas nécessairement apporter sur la table un élément de débat fondamental. William, tu es d'accord avec ça ou pas? Oui, je suis plutôt d'accord. En fait, Emmanuel Macron a l'occasion de se relancer parce qu'il est plutôt en difficulté dans les sondages, dans la mesure où ses intentions de vote baissent au premier tour et que les intentions de vote face à Marine Le Pen... Il y a de la marge, mais... Je dis c'est à la marge. Il était à 35 à un moment donné, on a cru au vol d'Icare, mais enfin bon, là, on attendait, on est redescendu à 28 ou 29, c'est pas mal. Il est quand même sur une tendance, et puis en plus, ça s'inscrit aussi sur les déclarations d'Édouard Philippe, Gérald Darmanin, qui appellent les électeurs à se mobiliser. Donc si vous appelez les électeurs à se mobiliser, c'est que quelque part, vous êtes inquiet sur un point. Donc il était sur une descente au premier tour, et que les écarts... Pas totalement d'accord avec vous, mais enfin bon, peu importe. Et que les écarts de voix se raccourcissent au deuxième tour face à Marine Le Pen, dans la mesure où il n'y a que 5 à 6 points d'écart. Donc je pense qu'il avait l'occasion de se relancer. Sur la forme, son meeting est plutôt réussi, dans la mesure où il y a beaucoup de personnes qui sont venues, et puis son discours sur la forme, etc., était plutôt réussi, dans la mesure où il a l'image du candidat, il a l'image d'un président de la République. Là où il a une difficulté, sa difficulté, elle est double. Le premier point, c'est qu'il a commencé par ça, parce que son bilan est plutôt jugé négativement par les Français. Il y a entre 60 et 65% des Français qui trouvent que le bilan d'Emmanuel Macron est plutôt mauvais, dans la mesure où il y a une question qui est très intéressante, c'est: est-ce que vous vivez mieux en 2022 qu'en 2017? La grande majorité des Français répondent par la négative. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième point, c'est que lorsque vous êtes président, en fait, le bilan ne permet pas de vous faire gagner, mais peut vous conduire à perdre, en fait. Et c'est ça la grande difficulté. Et donc, en fait, il inscrit ensuite tout de suite, dans la mesure où il prend un discours. Il prend un risque d'en parler, et 3/4 de son discours, ensuite, ça parle de la projection et de comment il voit le monde et comment il essaie de construire la France d'après-crise sanitaire et d'après-crise en Ukraine. La difficulté que je vois, en fait, sur la plupart des éléments sur lesquels Emmanuel Macron a avancé, notamment sur ses 4 priorités, donc l'égalité homme-femme, la santé, la sécurité, et je crois qu'il a mentionné l'éducation, c'est qu'en fait, ça apparaît paradoxal au discours qui tient après, sur le fait que nous vivions des grands moments de crise. Est-ce que ces 4 grands sujets vous permettent de faire réexister la France face à Vladimir Poutine? Est-ce que ça vous permet de reconstruire l'Europe face à Vladimir Poutine? Est-ce que ça permet de faire d'exister la France et l'Union européenne face à la Chine et les États-Unis? Donc c'est toutes les interrogations qui se posent, et moi je vois un écart entre ce que lui décrit comme les grands dérèglements avec ce que lui propose dans ces 5 ans à venir. Discours terminé. Non, discours qui continue d'ailleurs à la défense. Il était question qu'il parle 1 heure. Bon, finalement, j'allais dire, il ressemble à lui-même, puisqu'on sait que le président prend toujours plus de temps que prévu, et je crois que mes équipes me feront signe quand ça sera terminé. Raphaël Steinville, un dernier mot avant qu'on parte, qu'on fasse une petite pause, et après on écoutera justement des extraits. Oui, vous venez de le souligner, c'est une présidence bavarde. Emmanuel Macron a toujours l'art de faire durer les choses. Dernière conférence de presse, 4h15. Oui, exactement. C'était même Castro, dans ces dernières années, ne faisait plus ça. Non, il y a quelque chose... Si. Bon, non, mais je ne discute pas qu'il ne le faisait Les plus. fumeurs de cigares ne sont pas d'accord. La comparaison ne va pas au-delà. Non, mais comme c'était lui qui évoquait... C'était osé. Mais lui-même avait fait des comparaisons avec Cuba, donc c'est pour ça que ça m'est venu en mémoire. Il est joueur. Il est joueur. Ouais. Non, mais si on en revient sur 2 éléments. D'abord, sur le meeting en lui-même. Effectivement, ça a déjà été dit, c'est un show, ça a été voulu, organisé comme ça.
Et pourtant, pour le seul meeting de cette campagne, très honnêtement, je ne suis pas sûr qu'on atteigne les 30 000 personnes. Un certain nombre d'images, alors bien évidemment, comme c'est des images qui sont fournies par le candidat, mais un certain nombre de photos qui ont été prises dans la salle, alors même que Emmanuel Macron était en train de parler, montraient qu'un certain nombre de pans de cette immense salle était totalement vide, inoccupé. Donc il y a un premier pari de la mobilisation, alors même que c'était encore une fois le seul meeting de sa campagne, qui montre qu'il n'y a pas non plus un effet, un enthousiasme débordant à vouloir se déplacer. Alors il y a plusieurs raisons. Hein. D'abord parce qu'il est tellement haut que certains se disent c'est plié. Et puis oui, certains se disent c'est plié. Après, La République en marche reste un parti assez protozoaire qui a beaucoup de gens qui ont adhéré, mais pour zéro, enfin sans un investissement d'abord en argent qui font que ça se manifeste. Il n'y a pas non plus une capacité de mobilisation hallucinante. Et puis après, pour en revenir sur le discours en lui-même, c'est vrai que moi, ce qui me manque, c'est cette vision. C'est que c'est comme cette conférence de presse que vous évoquiez à l'instant. C'est une sorte de catalogue de mesures technocratiques. Et puis, alors vous évoquiez encore une fois ces 10 minutes où il a célébré son bilan. Mais ce qu'on n'a pas ressenti, et en même temps, c'est toute l'habilité du président, c'est des espèces de grands virages. C'est-à-dire que sur notamment la politique énergétique, il y a eu un basculement immense et qui a été encore accentué avec l'Ukraine. Mais lui qui voulait en finir quasiment avec le nucléaire, aujourd'hui s'est rangé à nouveau derrière cette politique. Et sur un certain nombre de sujets, bien évidemment, par habileté. Il est capable de vous répondre, j'ai appris, comme il l'avait dit dans cette grande, bien sûr. Par la longueur également, interview sur TF1 et LCI. Donc voilà, moi je trouve que c'est toujours très troublant avec Emmanuel Macron, et toujours très difficile à analyser parce que on picore, il y a toujours un peu de bon, un peu de mauvais. Une première pause dans les débats d'Europe Soir. On revient dans un instant, on reparlera de ce meeting qui visiblement continue encore et justement de quelques annonces, puisqu'on en parle de ces annonces. À tout de suite. Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve. Avec autour de la table la conseillère en communication Marie-Virginie Klein, l'avocat Jean-Yves Le Borne, le président du think tank Le Millénaire William Tay et le rédacteur en chef à Valeurs Actuelles Raphaël Steinville. On parle de ce meeting d'Emmanuel Macron à la Défense Arena. Prévu normalement 30 000 personnes. Il y a des personnes autour de cette table qui ont des doutes sur le remplissement de cette salle. Alors les annonces, effectivement, quelques-unes. D'abord sur le fameux quoi qu'il en coûte. Pour faire face à la crise sanitaire, il fallait protéger tout à la fois la santé, les emplois, l'éducation de nos enfants, nos étudiants, avec l'investissement dans nos hôpitaux et la mobilisation extraordinaire de nos soignants, avec, applaudissez-les, pour les travailleurs, les indépendants, les artisans, et pour ne laisser personne au bord du chemin, avec l'école ouverte pour nos enfants. Voilà, également annonce sur cette retraite qu'il veut avec un départ à la retraite à 65 ans. On écoute. Alors j'assume, oui, de vous dire qu'il faudra travailler plus. Et d'abord travailler plus longtemps parce que nous vivons plus vieux. Et oui, comme l'ont déjà fait l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, tant de nos voisins, il faudra de manière concertée, bien sûr, de manière progressive et visible, passer l'âge de notre retraite à 65 ans. Et puis tiens, une petite référence à ça va vous plaire, c'est ce qu'on a appelé pendant assez longtemps, on en a beaucoup parlé dans les émissions politiques, l'argent magique. Il n'y a pas d'argent magique. Et j'ai une mauvaise nouvelle, il n'y en a pas davantage aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a 5 ans. Et donc, moi je préfère être clair. Pour financer tout cela, il n'y aura pas de hausse d'impôts. Non, nous les baisserons. Bon, finalement, ces annonces, elles sont conformes au programme qui a été annoncé d'Emmanuel Macron. Là-dessus, il n'y a pas de surprise. William T. Non, il n'y a pas de surprise, mais ce qu'on voit notamment, c'est que ce discours permet de voir l'évolution entre le Macron de 2022 et le Macron de 2017.
on voit que notamment sur plusieurs points, en fait, Emmanuel Macron, moi je l'appelle un peu comme ça, c'est un peu le candidat à la mode, ou le président à la mode. C'est qu'en fait, il prend un sujet qui est un peu d'actualité, qui devient mainstream, ou en tout cas, il y a une forme de consensus, et il commence à l'adopter. Lequel, par exemple? Par exemple, sur la question du nucléaire, il avait annoncé la fermeture de plusieurs centrales nucléaires pendant la crise des Gilets jaunes, et puis après, il annonce aujourd'hui la création de nouvelles centrales, ou la construction Ça a de l'air nouvelles de centrales vous énerver quand même. Ah, mais moi, cette histoire de nucléaire, là, j'ai l'impression que ça fait la deuxième fois que vous nous revenez sur le chapitre. Et je vais continuer sur la question de l'argent magique, sur la question de la retraite à 65 ans. On se souvient notamment du conflit avant la crise sanitaire, du conflit entre lui et Édouard Philippe, alors qu'Édouard Philippe voulait mettre en place ce qu'on appelait l'âge pivot. Emmanuel Macron était contre parce qu'il voulait mettre en place la réforme systémique. Donc Emmanuel Macron a évolué sur une partie des sujets. Ce qu'on remarque en fait, c'est une forme de corpus idéologique, c'est que c'est un candidat du centre qui agglomère plusieurs mesures de gauche. On l'a vu sur l'égalité homme-femme, on l'a vu sur la question éducation, on l'a vu aussi sur la question de la santé, et en même temps qui prend des mesures plutôt à la droite en fait pour dévitaliser les candidats des différentes partis du gouvernement qui pourraient le concurrencer. Moi, je vois une difficulté à celle-ci, c'est qu'en fait, et c'est pour ça que je disais que les sondages sont plutôt négatifs, en tout cas sur cette dernière semaine, parce que quand vous faites le cumul des blocs des partis de gouvernement, c'est-à-dire Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, vous avez un nombre de voix qui est inférieur à Éric Zemmour, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Et c'est pour ça qu'en fait, je dis que les sondages sont plutôt inquiétants à mesure pour Emmanuel Macron, c'est-à-dire que Marine Le Pen pourrait disposer de plus de réserves de voix. Donc la difficulté pour Emmanuel Macron, dans le cadre de ce meeting, c'est d'une part de parler à son socle électoral, et c'est ce qu'il fait en prenant un programme qui est au centre-gauche et au centre-droit, c'est le premier élément. Et deuxième élément, c'est de pouvoir instaurer une dynamique et montrer la conflictualité des sujets. Je pense que notamment, il y a des revirements qui sont stratégiques, qui sont résumés par des questions électorales. C'est notamment conduire Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon à adopter des positions qui soient considérées comme normalisantes ou respectables, notamment sur la question des retraites. Votre inquiétude, elle va sur le vote modéré par rapport au vote radical, quoi. C'est ça, tout simplement. Marie-Virginie. Ce qu'on a entendu là, c'est assez symptomatique de ce qu'on entend souvent quand on écoute Emmanuel Macron, c'est qu'on a toujours un basculement entre des mesures qui parlent énormément à l'électorat plutôt de gauche et des mesures qui parlent très fortement à l'électorat de droite. Donc c'est dû en même temps. Bon, en même temps, j'ai envie de dire ça marche un peu si on regarde les intentions de vote. Mais pour moi, la mesure phare là, dans tout ce qu'on vient d'entendre, c'est la retraite. Vous n'êtes pas d'accord avec William T qui dit que les intentions de vote sont inquiétantes? Parce que rappelons-nous 2017, au premier tour, il avait 24% des voix. Aujourd'hui, on ne sait pas la réalité du vote, mais il est déjà à près de 30%. Donc ça veut dire que son il avait 24% des voix après l'affaire du Penelope Gate. Hein. Après, vraiment à peu près à la même période. Là. Donc, quand même, son socle électoral, il s'est agrandi, il s'est renforcé au cours de ce quinquennat, puisque son socle, c'est vraiment ceux qui vont réellement voter pour lui. Donc, moi, ce que je retiens de ce discours, c'est quand même qu'il prend un risque, parce que la retraite à 65 ans, c'est vraiment une mesure qui est très impopulaire. Souvenons-nous des manifestations qu'il y a eu dans les rues quand on l'avait déjà un petit peu augmenté à 63, et il y va fort. Et finalement, c'est peut-être cette réforme-là qui est la plus identifiable dans le programme d'Emmanuel Macron. Une autre chose, ce qu'il a tenté de souligner pendant ce meeting, c'est à quel point il avait changé. Et ça, c'est sur votre J'ai changé, ça point. C'était Sarkozy. Lui, c'était j'ai appris. Alors lui, j'ai appris. Et il admet lui-même, pour expliquer peut-être les revirements de position que vous soulignez, il admet lui-même qu'en 5 ans, il a énormément mûri et il a appris. Et donc, ce qui expliquerait que le Emmanuel Macron de 2017 soit pas le Emmanuel Macron de 2022. En tout cas, c'est ce qu'il dit en filigrane. Pas pour le défendre, mais pour essayer de comprendre un peu toutes ces petites phrases et encore une fois, ces petites punchlines. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, s'il a appris, il a vraiment appris dans les dernières semaines, parce qu'il faut se souvenir qu'encore en janvier, c'était le président qui voulait emmerder les Français pour ceux qui étaient rétifs à... Mais à quel sujet? C'était au sujet de la vaccination. COVID, oui, non, mais bien sûr. Oui. Mais je pensais au niveau de la retraite, non. Non, mais c'est vraiment ce président qui a beaucoup appris. Non, bien sûr, je recentrais sur un sujet qui était beaucoup plus restreint, mais c'est vrai que c'est quand même troublant. Et d'ailleurs, même la lecture lorsqu'il développe son programme pour la santé et qu'il se félicite de tout ce qui a été fait, et notamment du Ségur, qui est quand même assez tardif. Tout ça et toutes ces mesures ont été assez tardives, finalement, dans son quinquennat. Et la gestion, tout à l'heure, William T disait qu'il y avait une sorte de consensus sur la manière dont le pouvoir avait géré cette crise sanitaire.
J'en suis pas persuadé. Je pense qu'elle a laissé beaucoup de traces. Et là encore, Emmanuel Macron enjambe tout ça comme si c'était un acquis et qu'il n'y avait aucun problème. Mais oui, pardon. Non, je pense que les soignants, et notamment ceux qui aujourd'hui sont encore dans l'incapacité de pouvoir travailler, parce qu'ils sont toujours suspendus, c'est une situation qui est terrible, lourde et dont on ne parle pas suffisamment. Ce qui est bien, c'est que tout le monde n'est pas forcément d'accord autour de cette table. Jean-Yves Le Borgne. Écoutez, moi je trouve qu'il n'y a pas lieu de s'étonner. J'entends dire que des mesures ont été prises tardivement. Qu'aurait-on dit si elles n'avaient pas été prises du tout? J'entends dire qu'il y a des emprunts à la gauche, vous parliez tout à l'heure de l'égalité homme-femme, et qu'il y a des emprunts à la droite, notamment en remontant l'âge de la retraite. Mais c'est l'ADN de ce président qui s'est présenté il y a 5 ans déjà comme étant celui qui prenait ce qu'il estimait bon à gauche, ce qu'il estimait bon à droite. Alors, on ne va pas s'étonner aujourd'hui qu'il soit resté sur la même ligne. C'est le contraire qui serait peut-être un problème. Et quant à la retraite à 65 ans, je suis d'accord avec vous, madame, quand vous dites que c'est un phénomène qui n'est pas populaire et que c'est difficile de le soutenir. Mais ça fait quand même un paquet d'années que le sujet est sur la table, que nous savons qu'il faudra un jour le résoudre parce qu'il y a un problème économique qui fait qu'on ne pourra pas assumer la retraite si on la laisse à 60 ans. Oui, mais l'opinion publique n'a pas changé sur ce sujet. Mais que l'opinion publique, c'est possible. Il y a toujours les mêmes contre et les mêmes pour. Je suis d'accord avec vous. Alors qu'on pensait à une époque que ça allait évoluer, que les gens allaient comprendre que oui, on vit plus longtemps, donc il va falloir travailler plus longtemps. Mais non. Encore faut-il que l'emploi des seniors, que les seniors puissent avoir un emploi jusqu'au bout. Ouais, mais ça, c'est un vrai problème. Rappelons-nous le passé. Mitterrand, la retraite à 60 ans était un élément fondamental de sa campagne. Ça fait partie, je dirais, de ces sujets un peu sacro-saints qui sont le sujet de la gauche. Mais enfin, on avait le même débat il y a quelques années quand Éric Woerth était ministre du Travail et qui disait il n'y a qu'une solution pour régler le problème, il faut remettre la retraite à 65 ans. Mais voyez-vous, ce que je trouve, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, mais ce que je trouve le plus significatif dans le passage qu'on a entendu tout à l'heure, ce n'est pas les thématiques qui finalement ne sont pas de nature à nous surprendre, c'est le ton. C'est une certaine manière de prendre les choses en main et au fond, qu'est-ce qu'il présente? Il présente un programme ou il présente une capacité de faire. Et quand on entend d'autres, à l'autre bout de la chaîne politique, je pense à Jean-Luc Mélenchon au fond, qu'est-ce qui compte quand Jean-Luc Mélenchon s'exprime? Un programme dont on sait qu'il n'aura probablement pas l'occasion de le mettre en œuvre et qui, s'il en avait l'occasion, ne serait probablement pas susceptible d'être réalisé, ou une présence, ou une capacité de séduction, ou un phénomène qui est un lien que le discours crée avec ceux qui l'entendent. Justement, pour rebondir à ça, il y a eu un passage, c'était tout à l'heure vers 17h30, 17h32, où il y a eu, j'allais dire, un moment de grâce. Alors, je vais me faire tuer par quelques-uns d'entre vous autour de cette table qui disent « Mais comment ça ?» NKM n'est pas là. Ça y est, Villeneuve, il a complètement pété les plombs, là. Écoutez-le, c'est ce que j'appelle le Macron poète. C'est-à-dire qu'il y a eu un espèce de nuage, comme ça. Il a commencé sa phrase par « Vous savez, on ne sommes pas les mêmes qu'en 2017. » Voilà, je vous laisse un peu écouter ce passage, assez intéressant. Mes amis, nous ne sommes pas tout à fait les mêmes qu'en 2017. Ni vous, ni moi. Il y en a qui ont toujours autant d'énergie. Et vous, et moi. Ces 5 années, nous le savons, ont été rudes pour nous tous. Et pour certains, si rudes, si injustes. Elles ont été à coup sûr parmi les plus bouleversantes que nous ayons connues depuis un demi-siècle. Et je suis là aujourd'hui, avec vous, au milieu de vous. Voilà, et ça a continué, et Macron qui parle de regard, voilà, j'aime les regards, je vous regarde souvent dans les yeux, vous avez vu ça, parfois, effectivement, je touche vos bras, mais c'est pour être plus avec vous. Voilà, Jean-Yves Le Borgne, je reviens sur exactement ce que vous disiez à l'instant, le ton est différent que dans le ton sur les annonces, le débit est plus lent, et... qu'est-ce que vous pensez justement de... C'est important dans une campagne et est-ce que ça peut lui servir ou lui desservir justement? Je trouve que c'est très important que vous ayez choisi ce passage
Parce que je pense que, s'agissant du président Macron ou d'un autre candidat, une campagne présidentielle, c'est un peu une histoire d'amour. En ce sens qu'il y a dans l'amour... Mais il y a eu un baiser volé à Brigitte Macron aussi. Oui, mais simplement, voyez-vous, le fait qu'un être vous fascine. Et quand cet être vous fascine, vous pouvez vous poser la question, mais je ne pense qu'à elle, mais sera-t-elle capable de... C'est Marie-Virginie Klein est en train de rougir à côté de vous. C'est-à-dire que vous la mettez dans l'embarras. Je ne pense qu'à elle, mais s'occupera-t-elle de la maison? Je ne pense qu'à elle, mais sera-t-elle capable de me faire des petits plats? Mais tout ça, on s'en fout. En réalité, il y a un dépassement des questions concrètes par cette sorte d'attrait qui dépasse toute chose. Et je pense que cette grande aventure d'une campagne présidentielle, ça ressemble à de l'amour. Alors ça marche ou ça marche pas, hein. C'est pas toujours réciproque l'amour, mais c'est un problème, une aventure de fascination. Raphaël Steinville est complètement médusé. Je suis abattu. Non, mais je suis abattu, mais parce que mais bien sûr, Maître Le Borgne a beaucoup de talent pour avec sa voix tellement chaude. De toute façon, il va vous récuser. Mais certains disent que je suis parfois dépassé par l'instrument. Allez-y, vous ne pouvez pas. Mais Macron, finalement, il fait ce qu'il a toujours su faire. Il fait du théâtre. Est-ce que c'est du bon théâtre? Est-ce que c'est du mauvais théâtre? Après, c'est la question. En tout cas, ça en est. Et c'est les électeurs qui vont trancher. Mais moi, très honnêtement, je ne suis pas du tout sensible. Alors, ces moments sont importants, mais en fait, il faut pouvoir les discuter. Il faut pouvoir savoir si vous n'êtes pas sensible, là, en l'occurrence, parce que c'est Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes sensible, c'est ma question, est-ce que vous êtes sensible à ce genre de moment de grâce dans un discours politique, quel qu'il soit? Non, mais je ne dirais pas que c'est un moment de grâce. En fait, il sait faire. Il sait poser sa voix, il sait accélérer quand il faut, il sait à un moment calmer, quasiment installer une ambiance intimiste. Très bien. Mais c'est du théâtre. Il a eu des cours de théâtre. Mais c'est du théâtre. C'est du théâtre. Donc derrière tout ça, derrière cette forme et ce formalisme de ce discours, il s'agit de voir si les Français sont touchés absolument par ce rapport très intime qu'il essaye d'instaurer avec les Français. Il essaye de toucher les Français. Moi, ce que je sais, c'est bien évidemment que tout le monde a changé entre 2007 et 2022, que notamment la crise, les confinements ont bouleversé un certain nombre de nos habitudes, mais moi, et peut-être que c'est une différence avec Emmanuel Macron, parce que j'ai des enfants, j'ai vu à quel point ils ont pu souffrir dans cette période, et combien ça les a changés, d'être privés de sorties, privés de... Attention à ce que vous dites, Raphaël Steinville, parce que moi aussi j'ai des enfants, mais ce que vous dites, c'est que ceux qui ont vraiment compris la crise, c'est ceux qui ont des enfants, contrairement aux autres. Non, mais en fait, je pense qu'il y a des choses que le président ne peut pas absolument comprendre, parce qu'il a... C'est juste une réalité. Il n'a pas d'enfants. Je vais pas lui inventer il a des petits-enfants. Non, mais c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et encore une fois, ce qui est intéressant dans la manière dont il fait de la politique et dont il le fait très bien, avec beaucoup d'habileté, c'est que bien évidemment, les dernières impressions, les impressions quotidiennes qui restent, on a le sentiment qu'on a pu finalement vaincre cette crise du Covid et d'autres. On a eu des masques, à la fin tout le monde était masqué jusqu'à très tardivement, alors même qu'il faut se rappeler que pendant des mois on a été privés, qu'il y avait des ruptures. Et ça c'est un peu la magie et l'habileté du président de pouvoir donner à voir aux Français la dernière impression, la plus positive, la plus favorable, et qui vient porter un petit peu le reste de son quinquennat. Marie-Virginie Klein. Sur ce meeting, moi je veux noter la progression quand même en 5 ans. Souvenez-vous du meeting lors de la précédente campagne, pendant laquelle on parlait beaucoup de sa voix justement qui ne se posait pas mais qui partait dans les hauteurs et qu'il avait du mal à maîtriser. Là vous venez de le souligner, sa voix est posée, donc il y a un énorme progrès et on sent quand on l'écoute qu'il prend énormément de plaisir à faire cet exercice. Sur l'aspect à qui est-ce que ça parle ?
moi j'ai quand même la conviction que c'est d'abord pour ces militants. C'est d'abord pour ceux qui sont dans la salle. Je ne pense pas que ça puisse convaincre les indécis qui regardent ça éventuellement sur les réseaux sociaux ou de l'extérieur. Non, je pense que c'est un cadeau, entre guillemets, qu'il fait à ses militants et qui est d'ailleurs dans la lignée de ce qu'annonçaient ses conseillers. Ça sera quelque chose de charnel. Il veut aussi faire un petit pied de nez à Valérie Pécresse qui avait raté son meeting du Zénith, et on va voir demain si elle réussit mieux son prochain meeting. Sur la question des enfants, moi j'ai interrogé donc Marine Le Pen là, dans le cadre du livre que j'ai écrit, et ce qu'elle m'a juste dit, elle m'a dit il y a quelque chose que quelqu'un qui n'a pas d'enfant ne peut pas comprendre, c'est que les enfants, ça vous ancre dans le réel, ça vous ancre vers l'avenir, et c'est quelque chose qui est irremplaçable pour penser l'avenir du pays et pour penser le monde de demain. Donc il y a des gens qui pensent effectivement que cet ancrage apporté par les enfants est essentiel quand on veut penser le monde de demain. Intéressant ce que vous a dit Marine Le Pen dans votre livre à lire. Une petite pause encore dans les débats d'Europe Soir, 18h42. Mes équipes me signalent que le discours est terminé et qu'il s'est terminé précisément à 18h38. On revient dans un instant sur Europe 1. Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve. Les débats d'Europe Soir pour parler des meetings du jour et ce grand meeting unique, ça sera le seul d'Emmanuel Macron candidat, Marie-Virginie Klein, Jean-Yves Le Borgne, William T et Raphaël Steinville. Une polémique ces derniers jours, d'ailleurs qui arrive, certains se disent pourquoi ça arrive à une semaine du premier tour, c'est évidemment la polémique sur le dossier McKinsey, ce grand cabinet américain qui, parmi d'autres, d'après une enquête du Sénat, s'est substitué, disent certains, aux administrations publiques pour faire le constat sur plusieurs choses de société, sur des réformes de l'État, sur notamment la politique de la vaccination. Et ce rapport du Sénat note que 1 milliard d'euros a été dépensé en cabinet américain ces dernières années, et notamment le cabinet McKinsey qui, sur la seule politique de vaccination, a empoché à peu près 12 millions d'euros. Donc ce sont des faits qui arrivent, avec effectivement une rapporteure au Sénat qui mène tout ça, rapporteure du Parti communiste français. Et sur cette polémique du moment, la polémique McKinsey, Emmanuel Macron s'est exprimé cet après-midi également. Oui, ces derniers jours, j'ai entendu parler beaucoup d'évasion fiscale et de cabinets américains. Bon, simplement, je voulais rappeler à tous ceux qui s'en indignent qu'ils les ont à chaque fois utilisés dans leur collectivité ou au gouvernement. On n'a pas la fin de la phrase. Je voulais rappeler qui s'est indigné. Alors on n'est pas, en tout cas, si vous voulez, comme on n'a pas la fin de la phrase, je la termine. C'est que c'est un peu le service après-vente qu'a fait Olivier Dussopt et Amélie de Montchalin en milieu de semaine. C'est-à-dire, n'oubliez pas qu'effectivement, il y a des cabinets américains qui travaillent pour les réformes de l'État, mais n'oubliez pas qu'il y a eu le quoi qu'il en coûte, et quand il s'agit de sauver des entreprises et d'aider les Français, on était là. Est-ce que cet argument-là tient, ou est-ce qu'on continue à dire, tiens, c'est quand même assez étonnant que des gros cabinets de finances se substituent à ce que devraient faire les inspecteurs des finances, les conseillers d'État, etc. etc. Qui veut répondre à ça ? D'abord, ils se substituent parce que le pouvoir politique a fait appel à eux. En fait, il y a un certain nombre de questions qui se posent. C'est-à-dire qu'on a une administration que certains jugent pléthorique, plus de 500 000 fonctionnaires, certains très compétents, et il faudrait que sur un certain nombre de sujets, on se passe de leur service et qu'on confie ces missions à des cabinets de conseil en stratégie, américains ou pas d'ailleurs, parce qu'il y en a un certain nombre qui sont français. Oui, c'est vrai. Donc c'est à la fois le coût de ces cabinets qu'on fait supporter aux administrés, le coût de ces fonctionnaires qui finalement ne sont pas utilisés pour leurs compétences, et puis avec toujours ce soupçon, parce que vous ne l'avez pas évoqué, mais ce soupçon quand même de conflit d'intérêts, et c'est peut-être ça le plus important. Parce que McKinsey a aidé Emmanuel Macron lors de sa campagne. Pendant la campagne de 2017, un certain nombre, ils étaient une vingtaine, qui faisaient partie des équipes qui ont abondé au projet d'Emmanuel Macron, de manière totalement bénévole à l'époque, mais dont on peut supposer, en tout cas aujourd'hui, quand on voit le volume des missions qui leur ont été confiées, on peut supposer que c'est une sorte de retour sur investissement. Et c'est là où c'est bien évidemment problématique. Et c'est pour l'instant, ça n'a pas été prouvé, mais en l'occurrence, on est obligé de poser ces questions. Bien sûr. Jean-Yves Le Borgne.
Dans les campagnes, on est toujours à l'affût d'un scandale, un bon petit scandale qui pourrait permettre d'ailleurs de parler d'autre chose que du programme. Là encore, on s'en moquerait. Rappelez-vous 2017, la campagne de 2017, c'était l'affaire Fillon. Le reste, le Penelope Gate. Mais c'est arrivé plus tôt. C'est arrivé en fin janvier. Là, on est à une semaine du premier tour. Quand même. D'abord, ce n'est pas équivalent. Non. Ensuite, il y a la problématique, parce que là, on est sur le soupçon d'un renvoi d'ascenseur hypothétique éventuel que rien ne permet d'établir. Maintenant, sur l'opportunité. Est-ce qu'il est normal ou pas normal qu'il y ait... On va croire que vous êtes l'avocat de McKinsey. Non, je ne suis pas du tout l'avocat de McKinsey, je ne les connais pas. Non, mais je suis l'avocat de la présomption d'innocence. Mais vous avez raison. À partir du moment où un soupçon existe, laissez-moi finir, au nom de l'innocence. À partir du moment où un soupçon existe, il faut que quelqu'un se dise et se lève pour dire ce n'est qu'un soupçon, ce n'est pas autre chose. Ça me paraît être une prudence élémentaire. Maintenant, sur l'opportunité, bien sûr, nous avons des inspecteurs des finances, des énarques de toute nature, avec des étiquettes diverses et variées, des intelligences extraordinaires, mais ne pensez-vous pas qu'il est de temps en temps utile de sortir de cette administration qui tourne en rond nécessairement, d'aller voir ailleurs, dans un domaine privé, avec un peu de recul, de l'extériorité, de prendre un autre avis. Mais vous avez dit de temps en temps. Il faudrait peut-être des avocats pour l'administration, parce que là, vous êtes en train de les assassiner. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Je n'assassine pas l'administration. Je dis qu'il me paraît normal qu'au plus haut niveau de l'État, on se dise... De temps en temps, vous avez dit, alors que c'était permanent et ça n'a cessé de prendre de l'ampleur pendant le quinquennat. Me donne un avis qui est un avis qui est tout à fait intéressant. Je voudrais en avoir un autre. Mettre 1 milliard d'euros en 2021. Vous voyez, vous étiez sur le principe, maintenant vous n'êtes plus que sur le quantum. Non, je veux bien aller aussi sur le principe, mais admettez que tout à l'heure vous disiez que qu'il était très légitime que de manière très occasionnelle on puisse faire appel à ces cabinets. Je n'ai pas dit très occasionnel, c'est vous qui traduisiez. Non, vous avez dit que c'était encore plus léger. De temps en temps. On voit que de temps en temps, en fait, il s'est transformé en une sorte d'habitude. Et c'est cette habitude qu'il faut questionner. Vous êtes d'accord? Alors, bien sûr, on est encore sur le quantum, mais le fait est qu'on voit que ce recours a été quasi permanent pendant tout le quinquennat et de manière beaucoup plus importante que sur ces 20 dernières années. Juste un problème de coût. Vous savez qu'on compare le coût, parce que là, ce sont des honoraires de cabinet. Oui. Et les honoraires de cabinet par rapport aux fonctionnaires, alors parce que le fonctionnaire, on va vous dire, il gagne tant par mois. Oui, d'accord, seulement ça fait 40 ans de service plus la retraite. Donc finalement, quand vous additionnez tout ça, les sommes que on brandit aujourd'hui ne sont peut-être pas aussi extraordinaires qu'on veut bien le croire. William T. Alors moi, c'est pas la somme de 1 milliard qui me choque, c'est le bénéfice-coût en fait de chacune des missions. Parce que fait, lorsque vous regardez le rapport de la commission d'enquête du Sénat, vous remarquez plusieurs éléments. Premier point, c'est que le coût du consultant embauché chez McKinsey ou les autres revient à 1 528 € par jour pour une mission. Ce qui est en soi, quand vous prenez le salaire d'un fonctionnaire, ce qui est en soi assez énorme. C'est pas comparable, vous le savez bien, c'est pas de la même monnaie. Deuxième point, deuxième problème qui est plus important, c'est que quand ils font une analyse des rapports et des livrables donnés par McKinsey et les autres cabinets de conseil, c'est qu'il y a plusieurs livrables à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire à plusieurs millions d'euros, auxquels on dit que en fait, l'administration a évalué certains livrables en disant qu'ils mettaient une note de 1 sur 5, qu'il y avait une absence de rigueur et de forme, et qu'en fait, c'était quasiment contre-productif, ou voire quasi nul, l'apport de certaines productions. Donc en fait, il y a des productions auxquelles... C'est le rapport de la commission d'enquête du Sénat. Qui disait ça à l'expert de McKinsey? C'est l'administration qui reçoit le livrable, et qui, je ne dis pas que c'est le rapport de McKinsey, mais en fait, il y a des rapports qui ont été reçus. C'est le fonctionnaire auquel on a substitué un avocat de chez McKinsey qui dit finalement c'est nul ton rapport. C'est celui qui a reçu. C'est celui qui a reçu le rapport. Bon. C'est celui qui a reçu le rapport. Donc si celui qui a commandé le rapport dit que le rapport est nul, il y a un problème. Troisième point, moi je vois, c'est là où la grande difficulté, c'est qu'en fait vous faites passer sur certaines missions stratégiques des entreprises privées étrangères. Et donc, du coup, se pose la question de la pertinence de la souveraineté française et de l'indépendance du gouvernement. Oui, mais il y a eu des cabinets français, Raphaël Favre, il l'a dit aussi. Mais sur les questions stratégiques, donc sur la question de la vaccination et d'autres politiques publiques qui concernent l'indépendance française, vous avez un problème, notamment de la question de souveraineté et d'indépendance. Jean-Yves Le Borne, juste expliquez aux auditeurs quand vous dites c'est pas la même monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en réalité, vous parlez d'un coût par personne de 1 500 € par jour. Alors ça paraît... sur le quantum maintenant.
Pardon ? Vous êtes sur le Quentin. Non, c'est la question qui est posée. Allez, 15-0. Donc, qui paraît extraordinaire. Mais je dis que entre quelqu'un que vous consultez pendant 8 jours, 10 jours, 15 jours, vous faites la multiplication sur la base de 1 500 € par jour, et quelqu'un que vous allez employer pendant 40 ans et à qui vous allez servir une retraite, c'est assez comparable, et que les 1 500 € par jour n'ont rien d'extraordinaire. C'était la seule chose que je voulais dire. On arrive à l'argument. Non, mais attendez, moi je coûte plus cher que 1 500 € par jour, je le dis tout net. Mais comme ça, on sera, comme ça, fixé. Comme si ça, jamais moi, c'est McKinsey clair. Oui, absolument. Au moins, c'est clair. Mais en réalité, vous allez me demander un service qui va durer quoi, 15 jours, 10 jours. La question, c'est le côté ponctuel et sans suite fait le coût de l'opération. Et un point sur, je ne sais plus lequel de vous deux, messieurs, parlait de cabinets étrangers. Ouais, alors les cabinets étrangers sont des cabinets étrangers par le capital et par le fait que le siège se retrouve aux ils ont des avocats français. Oui. Mais je peux vous dire que les consultants qui sont à l'intérieur doivent être à 95% français. Donc là aussi, on est sur des considérations. Alors après, nous parlons, je crois, les uns et les autres, moi le premier, de quelque chose que nous ne maîtrisons pas complètement. Parce qu'au fond, la vraie question, ce n'est pas tant le coût, c'est est-ce que ça valait le coup? C'est ce que je mentionne. C'est le rapport avec le sur 5. Non, mais ce que dit le rapport de la commission d'enquête du Sénat, c'est qu'il y a plusieurs rapports et plusieurs livrables auxquels ils ont fait un slide, auxquels les sources sont même assez sacrément miteuses, etc. Mais on arrive à mon dernier argument, et moi je pense que c'est un véritable souci, et ça met un doute sur la question de la gestion des ressources humaines par Emmanuel Macron. Moi je suis pour prendre des cabinets de conseil dans la mesure où vous voulez baisser la dépense publique et baisser le nombre de fonctionnaires. En fait, cette baisse de nombre de fonctionnaires permet de réorganiser l'État, lui donner plus de flexibilité. Mais Emmanuel Macron, ce qu'il fait, c'est qu'il augmente le nombre de fonctionnaires, il augmente les dépenses à tous les niveaux, notamment depuis 2017, il augmente la dette, et dans le même temps, il recrute des cabinets de conseil. Ça sert à quoi d'augmenter le nombre de fonctionnaires et en même temps de faire appel à des cabinets de conseil? Et ça pose une question sur la question de la pertinence de sa logique de management en termes de ressources publiques. Parce que si par cas, moi je prends le cas inverse, vous prenez des méthodes classiques, c'est-à-dire que vous baissez le nombre de fonctionnaires et vous substituez cette base de nombre de fonctionnaires, notamment pour éviter de payer les dépenses de retraite et les dépenses à long terme de salaire par des cabinets de conseil, moi je trouve ça pertinent. Mais si en plus vous recrutez des fonctionnaires, c'est-à-dire qu'en fait vous avez mais après on va reprocher de baisser les fonctionnaires. Moi je suis pas contre. La question elle est toute simple, c'est qu'il ne s'agit pas de remplacer la haute fonction publique par des cabinets de conseil, il s'agit de confronter les conseils que donnent ces cabinets à ce que donnerait l'administration. Heureusement, maître, que vous avez confessé que vous ignoriez en grande partie les teneurs de ce dossier, mais ce n'est pas du tout la mission de ces mais le fait qu'on veuille un avis extérieur non, c'est une mission. Vous confiez une mission, au lieu de la confier à des fonctionnaires, soit à l'IGAS, soit à l'IGF, soit au Conseil d'État, soit à la Cour des comptes, vous les confiez à un cabinet de conseil extérieur. Et dans le même politique. Et voilà, c'est eux qui décident. Donc si par cas vous baissiez de l'autre côté, ce serait cohérent, mais là c'est pas du tout cohérent. Un cabinet de conseil fait l'objet d'un contrat ponctuel. C'est pas quelqu'un qu'on va embaucher pour assumer une mission qui relève normalement de le contrat ponctuel. Il a coûté 1 milliard d'euros. Ce qui est intéressant, c'est qu'on évoquait au tout début de l'émission la dépolitisation de la politique. Et moi, je trouve que en la matière, l'usage et en surabondance de ces cabinets de conseil participent de cette dépolitisation de la politique, où finalement ce ne sont ni les fonctionnaires ni les administrations qui assument la politique et conduite, mais finalement aujourd'hui on en vient à accuser McKinsey, Accenture, Roland Berger on va casser le marché, on va finir par casser le marché. Ça participe de la dépolitisation dès lors que le politique n'assume plus absolument la politique qu'il mène, mais qui va se reposer sur l'expertise. Mais bien évidemment, vous haussez les sourcils, mais c'est comme ça en tout cas que c'est perçu. Pourquoi ? Parce que je pense qu'un politique est par définition, surtout quand il est au sommet de l'État, appelé à prendre des décisions dans des domaines où techniquement il n'a pas lui-même la formation et les éléments pour décider. Il faut bien qu'il prenne conseil auprès des uns et des autres. Oui, mais voilà, vous êtes, si vous voulez, dans cette vieille France de la blouse grise et de l'ENA. Cherchons un peu ailleurs.
Ça sera le mot de la fin pour cette première partie. Merci à l'avocat Jean-Yves Le Borgne, le président du think tank Le Millénaire William Tay, le rédacteur en chef à Valeurs Actuelles Raphaël Steinville et la conseillère en communication Marie-Virginie Klein. On se retrouve après le journal de 19h pour parler justement de la montée dans les sondages de Marine Le Pen, de la réserve de voix dont il était question tout à l'heure et de la guerre en Ukraine. À tout de suite. Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve. Les débats d'Europe Soir se poursuivent jusqu'à 20h. Ça sera juste après le journal de 19h de Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Et il est 19h justement. Premier et unique meeting de campagne d'Emmanuel Macron à 8 jours du premier tour de la présidentielle. Le président candidat a fustigé ceux qui veulent le grand rabougrissement de la France, selon ses propres mots. Changement de stratégie pour l'armée russe, elle s'est rapidement retirée du nord pour se redéployer à l'est. Pendant ce temps, la Croix-Rouge tente de mettre en place des couloirs humanitaires à Mariupol. La vague de froid actuelle et le retour de la neige font les belles heures des stations de ski. Reportage dans les Hautes-Pyrénées à suivre. Demain, c'est le 45e marathon de Paris, une course qui réclame une grande préparation et une bonne hygiène de vie. Elle a même aidé l'un des participants un peu trop fêtard à retrouver une vie saine. La tendance météo, Valérie Darmon. Plus que 3 départements en alerte orange neige et verglas. Loire, Haute-Loire et Puy-de-Dôme. Mais à cause du froid et des gelées généralisées, attention au verglas. Les maximales seront proches d'un début de mois de février. Météo complète en fin de journal. Dernier week-end de campagne avant le premier tour de la présidentielle dimanche prochain. Emmanuel Macron a tenu cet après-midi son premier et unique meeting. C'était à l'Accor Arena à La Défense, près de Paris, devant près de 30 000 personnes. Jacques Serret, vous avez assisté à ce meeting pour Europe 1. Rendez-vous très important pour le président candidat qui a voulu un discours très social. Oui, Emmanuel Macron était attendu par ses militants, une salle presque pleine, mais pas totalement, environ 30 000 personnes selon l'équipe de campagne. Et oui, le candidat s'est attaché, il a insisté sur les valeurs de justice sociale. Et il y a cette phrase qui a par exemple marqué les esprits alors que le président candidat évoquait les conditions de vie dans certains EHPAD. Tous nous avons été indignés par les révélations faites sur certains établissements. Mais cela ne doit plus exister, jamais. Nos vies, leurs vies, valent plus que tous les profits. Nos vies valent plus que tous les profits, un slogan repris du NPA, le parti anticapitaliste. Emmanuel Macron déroule sur sa jambe gauche. Aujourd'hui, il défend son bilan. Nous l'avons fait, insiste-t-il, égrenant une à une les mesures prises durant son quinquennat. Puis il présente son programme social pour les femmes. L'égalité femmes-hommes sera la plus grande cause du quinquennat qui s'ouvre, explique-t-il. Pour les enfants, il nous faut protéger les enfants des réseaux sociaux. Et à chaque fois, cette même expression, je ne me résoudrai jamais. Je ne me résoudrai jamais à voir des quartiers entiers de notre République être stigmatisés, n'avoir parfois pas les mêmes chances. C'est injuste. Il faut corriger les inégalités à la racine, explique Emmanuel Macron, mais pour financer ces mesures sociales, il insiste davantage là sur sa jambe droite. Non, tout ce que je viens de vous décrire, nous ne le ferons qu'en travaillant davantage, qu'en produisant. C'est ça la vérité. Progrès, justice sociale et puis l'Europe. Nous avons été critiqués quand nous avons mis le drapeau européen sous l'arc de triomphe. Eh bien, nous l'assumons. L'Europe, point cardinal de ce discours d'Emmanuel Macron qui, à la toute fin de son discours, a attaqué sans les nommer Marine Le Pen et Éric Zemmour en parlant du danger extrémiste. Je le cite, la France est un bloc, on ne trie pas, on ne choisit pas, on la prend comme elle est. C'est le combat du progrès contre le patriotisme et de l'Europe contre le nationalisme. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. 2 autres meetings aujourd'hui à gauche pendant que le communiste Fabien Roussel réunissait ses partisans à Villeurbanne dans le Rhône. Philippe Poutou, lui, était au cirque d'hiver à Paris. Et le candidat NPA qui aimerait battre le PS au premier tour regrette toutefois le délitement de la gauche. On n'aurait jamais imaginé pouvoir être en capacité de battre le PS. Il y a 10-20 ans, on se serait dit le NPA il fait 20%. En fait, et là où c'est moins marrant, c'est qu'on égalise le PS avec des scores qui sont les mêmes pour nous, c'est-à-dire 1,5% ou 1%. Et donc ça nous fait pas spécialement sourire. C'est vrai qu'on se fait des paris en ce moment, est-ce qu'on va battre le PS? Bon, ok, mais ça c'est une chose. Mais après,
globalement, c'est quand même plutôt dramatique parce que c'est aussi la gauche dans l'état qu'elle est aujourd'hui, et une gauche qui est divisée, mais plus que divisée, qui est éparpillée, puis qui est carrément hors sujet, impuissante. Et on voit d'un côté que c'est le résultat des trahisons de la gauche. La gauche, elle a gouverné, elle a trahi, elle a renié les idées, elle a attaqué socialement, elle a attaqué même y compris sur le droit de vote des immigrés. Enfin, il y a eu plein de reculs hyper graves, et ça se paye aujourd'hui. Philippe Poutou, candidat NPA à la présidentielle du côté des Verts, Yannick Jadot a participé quant à lui à un rassemblement contre la chasse à courre à Compiègne, dans l'Oise. À l'extrême droite, Éric Zemmour, pour sa part, était de retour à Marseille aujourd'hui. La dernière fois, c'était en novembre. Il avait alors déclaré que la ville était l'anti-exemple de ce qu'il défendait. Aujourd'hui, le candidat a concentré sa visite dans les quartiers nord. Victor Chabert, vous avez suivi ce déplacement dans les Bouches-du-Rhône, et la marque de fabrique Éric Zemmour dans cette dernière ligne droite, c'est la radicalité. Oui, séquence dans les quartiers nord pour Éric Zemmour aujourd'hui. Dans le 15e arrondissement de Marseille, le candidat a visité un marché aux puces clandestin concentrant plusieurs problématiques liées selon lui à l'immigration et au trafic. Il s'est exprimé dans des mots durs. Il est hâte qu'il y ait un président de la République qui donne ordre à son ministre de l'Intérieur de nettoyer tout cela. Vous voyez, nettoyer cela physiquement, nettoyer les gens qui font tous ces trafics, les renvoyer d'où ils viennent. Car pour la plupart ce sont des clandestins, qu'ils soient de quelle nationalité, quelque nationalité qu'ils soient. Il faut les renvoyer chez eux et il faut ne plus les laisser ici. Voilà, c'est simple. Le candidat a poursuivi par une visite dans une cité où il a voulu apporter son soutien à un propriétaire victime de squat. Moi je veux que ces gens y partent de la maison. Voilà. Moi je considère que le préfet doit obligatoirement, avant 72 heures, expulser les squatteurs, et envoyer la force publique pour expulser les squatteurs. Avec ce déplacement et ces déclarations, Éric Zemmour martèle sa ligne radicale pour cette fin de campagne. À la peine dans les sondages, il choisit donc la stratégie du choc pour tenter de remonter à presque une semaine maintenant du premier tour. Victor Chabert à Marseille pour Europe 1. La visite d'Éric Zemmour devait se terminer par un moment plus convivial, une partie de foot en salle avec ses militants, mais elle n'a duré qu'une dizaine de minutes. Son équipe de campagne n'avait pas prévenu le gérant des lieux que c'était pour le candidat Reconquête, et ce pour des raisons de sécurité. Gérant qui n'est autre que le frère de Zinedine Zidane et qui les a chassés de sa salle. Oui, Noureddine Zidane. Et puis on a vu Éric Zemmour arriver avec des grandes chaussettes blanches jusqu'aux genoux. On reviendra sur cet épisode juste après votre journal, ma chère Sophie. On en vient à présent à la situation en Ukraine avec ce changement de stratégie de la Russie. Les forces russes ont opéré un retrait rapide dans le nord de l'Ukraine, dans les régions de Kiev et Tchernigiv pour se redéployer dans l'est. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dit craindre des attaques puissantes, notamment sur Mariupol, port stratégique de la mer d'Azov. La situation sanitaire y est catastrophique. 160 000 personnes seraient toujours bloquées dans la ville, encerclées par l'armée de Vladimir Poutine. La Croix-Rouge tente, elle, toujours de les faire sortir, et pour cela d'organiser des couloirs humanitaires. Marion Gauthier. Oui, près de 3000 personnes sont parvenues à fuir hier au milieu des bombardements incessants sur cette ville pourtant déjà en ruine. Une partie de la famille de Katrina est arrivée dans un bus de la Croix-Rouge à Zaporizhzhia sous contrôle ukrainien. Sur la route pour sortir de la ville, il y a tellement de morts que les parents ont mis des écharpes sur les yeux de leurs enfants et leur ont dit « Nous allons jouer à un jeu. Je vais te dire ce que je vois et toi, tu vas imaginer. » Voilà, déjouer l'enfer pour épargner les enfants, convaincre les Russes pour épargner les civils. L'armée de Moscou doit délivrer un accord de passage. Les deux parties s'engager à un cessez-le-feu, détaille Marie-Pierre Calais. La directrice générale de l'association Acted explique le lent processus de négociation engagé sur place par la Croix-Rouge. Il faut discuter avec tous les responsables des checkpoints pour qu'ils laissent passer le convoi et garantissent sa sécurité. Et comme vous le savez, entre Mariupol et Zaporizhzhia, il y a des dizaines de checkpoints, il y a près de 200 km à parcourir, donc c'est compliqué. Et c'est l'équivalent de la ville du Mans qu'il faudrait emmener en lieu sûr, estime-t-elle, mais les précédents couloirs humanitaires ont été fermés par le fracas des armes. Si un cessez-le-feu est conclu, l'enjeu donc, c'est qu'il dure. Marion Gauthier. En un peu plus d'un mois, la guerre en Ukraine a déjà fait 4 100 000 réfugiés. La plupart vont en Pologne, mais la France prend également en charge des milliers de personnes qui ont fui l'invasion russe. Plusieurs d'entre eux sont arrivés
dans le village de Loué, dans la Sarthe. Là, plusieurs dizaines d'habitants se sont mobilisés pour les accueillir dans les chalets du camping et leur permettre petit à petit de retrouver une vie presque normale. Reportage de notre correspondante Sandrine Prioul. I go to buy food and I come back after. Okay? Say hello to Oui, them je vais à côté from parce us. qu'on gère l'intendance. L'intendance, c'est Chantal et quelques dizaines d'autres bénévoles de ce village de la Sarthe, Loué, plus connu pour ses volailles que son camping, dont les chalets sont aujourd'hui investis par une quarantaine de réfugiés. Anastasia vous raconte qu'à 23 ans, elle a dû quitter Zaporizhia avec sa belle-sœur et ses neveux. Un mois pour arriver ici, à 5, dans ce chalet de vacances, enfin se sentir en sécurité et retrouver espoir. Et c'est déjà beaucoup, confie la jeune femme, qui réalise encore à peine ce qu'elle vient de traverser, mais n'attend qu'une chose. Rendez-vous in préfecture. Des papiers, un job et très vite, indépendance et autonomie. Voilà ce dont Anastasia commence enfin à rêver le soir quand son esprit s'éloigne du bruit des bombes. Loué, Sandrine Prioul, Europe 1. 19h10, la suite de votre journal. Sophie Tussaud, retour en France où plusieurs centaines de personnes ont participé à une marche blanche en Seine-Saint-Denis entre Aulnay-sous-Bois et Sevran. Un rassemblement en hommage à l'automobiliste tué la semaine dernière par un tir de policier. L'agent a quant à lui été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le mois sacré du Ramadan débute aujourd'hui, un mois de jeûne et de partage pour la communauté musulmane. Une édition 2022 marquée par le retour des prières nocturnes à la mosquée après 2 années de restrictions en raison du Covid. Cette nette amélioration sur le front des intempéries. Seuls 3 départements restent en alerte orange jusqu'à demain matin. La Loire, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme. De la neige de printemps qui a redonné un coup de fouet à la saison de ski. Elle est tombée en abondance, une situation inespérée pour ces stations qui peuvent finir la saison de la meilleure des manières, comme à Saint-Lary-Soulan, dans les Hautes-Pyrénées. Benjamin Peter. En avril, en général, on n'est plus trop sur les vacances d'hiver, mais bon, vu les conditions qu'ils nous annonçaient, on s'est dit, bon, on va se faire un petit week-end au ski entre copains. Dorian arrive de Bordeaux avec quelques copains. Ils ont hésité entre mer et montagne jusqu'au bout. Dans 15 jours, c'est ça, on ira plus sur le bassin à manger des huîtres au soleil que penser à venir à Saint-Lary skier, quoi. Julien, lui, initie son fils à la glisse. L'avantage, c'est qu'en cette période, il n'y a pas trop de monde et que là, ça tombe bien, les conditions sont idéales. Et là, la neige est bonne, ouais. Elle est bien fraîche, bien comme il faut. On pensait plus avoir du soleil et pas trop de neige, et finalement, on est plutôt gâtés, donc puis pas trop de monde. On va en profiter à fond. En quelques jours, le paysage est redevenu hivernal. Tous les flancs de montagne sont à nouveau blancs. Une aubaine pour Manu Bernia de la station de Saint-Lary. C'est un petit peu inespéré, c'est excellent de terminer la saison comme ça en beauté. Tout le domaine est ouvert. En termes d'enneigement, le domaine est resté entièrement ouvert jusqu'à la fin de saison. Généralement, on a besoin de travailler énormément la neige, de produire de la neige pour arriver à ça. Cette année, on a eu la chance d'avoir de belles conditions naturelles qui ont permis d'arriver jusqu'au bout dans d'excellentes conditions. Alors ici, la logistique très lourde ne va pas permettre de poursuivre la saison au-delà de ce week-end, mais la station voisine de Pio-en-Galie a déjà annoncé qu'ils prolongeaient leur ouverture jusqu'au 19 avril. À Saint-Lary-Soulan, Benjamin Peter, Europe 1. Et on passe au sport. Avec la Ligue 1 de foot perturbée par cette vague de froid. Le match prévu entre Saint-Etienne et Marseille à 21h a été reporté à demain en raison des importantes chutes de neige. 2 matchs sont toutefois joués aujourd'hui. Le coup d'envoi entre Lille et Bordeaux a été donné il y a quelques minutes. Et puis celui entre Nice et Rennes s'est terminé il y a peu. Les Azuréens et les Bretons se quittent sur le score nul de 1-1 Frédéric Elion. Et oui, pas de vainqueur dans ce duel de candidats au podium. Niçois et Rennais se sont neutralisés, notamment en première mi-temps, avant que le match ne s'emballe en seconde période. Première grosse occasion pour Rennes à la 52e. Gaëtan Laborde trouve le poteau de Benitez sur une frappe du pied gauche. Puis Nice va ouvrir le score à la 67e. Un superbe centre de l'extérieur du droit de Youssef Attal, repris par Andy Delors qui ouvre le score. Rennes réagit et égalise 10 minutes plus tard. Là encore de la tête, Martin Terrier inscrit son 17e but en Ligue 1 en reprenant un coup franc de Bourigeaud. Score final 1-1. Ce match nul arrange plutôt les Rennais qui reprennent la 2e place à l'OM, mais pas les Niçois qui restent 4e. Frédéric Elion.
Bonsoir Lionel Rousseau. Bonsoir Pierre. On va parler sport ce soir. Absolument, et il y a du matos, même s'il n'y a pas de match entre Saint-Etienne et Marseille. Le match étant reporté à demain. C'est sûr que c'est demain. Comme le disait Sophie, oui, demain après-midi. D'accord. L'horaire reste encore à fixer. La deuxième période de la rencontre entre Lille et Bordeaux. Les débats, l'analyse en direct avec nos experts. Nous évoquerons néanmoins Saint-Etienne, puisque Loïc Perrin, joueur emblématique de Saint-Etienne, aujourd'hui coordinateur sportif de la SSE, est l'invité de Jacques Vendroux. Interview exclusive comme chaque semaine. Il lui a fait visiter le musée des Verts. C'est une immersion que je vous recommande. Et à partir de 22h, on reviendra sur le tirage au sort de la Coupe du Monde de football avec notamment des correspondants un petit peu partout dans les pays africains qui participeront à cette Coupe du Monde, le Maroc, la Tunisie qui sera l'un des adversaires de l'équipe de France notamment. Eh ben parfait, à tout à l'heure, mon cher Lionel Rousseau. Et puis Sophie, demain c'est le 45e marathon de Paris. Oui, à cette occasion, Europe 1 est allé à la rencontre d'un jeune homme qui a vu sa vie transformée par la course. Accro à l'alcool et au tabac, il a voulu participer à la compétition pour retrouver un corps sain. Axel May. C'était cet automne. Romain Lefrançois, fêtard revendiqué, abuse de l'alcool et de la cigarette lors d'un voyage à Barcelone. La gueule de bois de trop. À son retour d'Espagne, le jeune homme de 26 ans, récemment installé à Paris, décide de retrouver une vie saine. Je suis allé à la salle de sport m'inscrire et je me suis dit non, là, il faut que j'arrête mes conneries, il faut que je me mette à faire du sport. Là, mon corps, là, j'en pouvais plus en fait. Mais mes objectifs, ils sont toujours... j'arrive pas à les tenir quand il s'agit de reprendre une vie saine. Et donc je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de tenir. Le marathon, ça peut être une superbe idée. Depuis qu'il s'est inscrit au marathon fin novembre, Romain Lefrançois n'a pas retouché à la cigarette, a considérablement réduit sa consommation d'alcool et a multiplié les séances d'entraînement. Il a même disputé le semi-marathon de Paris. Ça a changé ma vie quand même. Au lieu de sortir 2 à 3 fois par semaine, maintenant je sors 1 fois par semaine le vendredi. Et on peut aussi sortir sans alcool. Et ça, je savais pas que c'était possible honnêtement avant. Pour son premier marathon, Romain Lefrançois vise un temps plus qu'honorable, 4h15, et il envisage déjà de s'inscrire à d'autres marathons. En somme, une addiction à la course à pied plutôt qu'à l'alcool et au tabac. Axel May du service des sports d'Europe 1. Merci Sophie Tussaud. On termine par le ciel. Attention au verglas cette nuit, Valérie Darmon. Absolument, les chutes de neige se sont calmées en début d'après-midi, mais elles vont reprendre faiblement jusqu'à demain matin en se cantonnant principalement au relief. Et l'épisode neigeux persiste encore sur le nord et l'est du Massif central ce soir et la nuit prochaine, avec 3 départements seulement en alerte orange, neige et verglas, la Loire, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme. Au cours de la nuit, le refroidissement va s'accentuer encore, donnant de fortes gelées et avec le regel quasi généralisé. Attention, les routes vont devenir très glissantes. Ailleurs, de la Corse à l'est de la Provence, le temps reste instable avec le passage de nombreuses averses orageuses et de la neige à partir de 900 mètres. En Bretagne et près des côtes de la Manche, les nuages sont nombreux aussi avec quelques ondées possibles. Le ciel est plus variable partout ailleurs, alternant passages nuageux et belles éclaircies. Tout cela avec des maximales entre 4 à Rodez et 14 à Nice. Ce sont des maximales de février. Merci Valérie Darmon. Restez avec nous dans un instant. Les débats d'Europe Soir reprennent. On parlera de la montée dans les sondages en intention de vote au premier tour de Marine Le Pen. Y a-t-il une réserve de voix de ce côté-là? Et puis bien sûr la guerre en Ukraine. À tout de suite. Europe Soir Week-end. Pierre de Villeneuve. Et c'est reparti pour les débats d'Europe Soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec la conseillère en communication Marie-Virginie Klein, l'avocat Jean-Yves Le Borgne, le président du think tank Le Millénaire William Tay et le rédacteur en chef à Valeurs Actuelles Raphaël Steinville. Dans quelques instants, on parlera de la guerre en Ukraine, des avancées, du fait que Florence Parly ce matin dans Le Parisien dit que si on voulait se lancer dans une guerre sur le terrain, on aurait peut-être un vrai manque de munitions. Ça, c'est peut-être quelque chose qui pourrait nous inquiéter, puisqu'on a beaucoup insisté dernièrement dans le monde militaire sur la dissuasion qui existe, qui est là, notamment à travers nos sous-marins nucléaires. On va parler de Marine Le Pen, dont on a beaucoup dit ces derniers temps qu'elle avait été humanisée, qu'elle était très très différente de 2017, avec 22% à peu près selon les sondages, 21,5, 22%. Elle est au second tour, ça c'est quelque chose qui est acquis, c'est assez amusant d'ailleurs, puisqu'il y a eu, j'allais dire, une période de flottement. On se souvient de Valérie Pécresse qui tout d'un coup a monté, c'était l'effet Pécresse en octobre dernier, où du coup elle était pratiquement à armes égales avec Marine Le Pen, elle l'avait même dépassé à un moment donné. Voilà, les choses se sont inversées. Ce qui s'est inversé aussi, c'est que à une époque, et notamment à la fin de l'été, on avait une équipe d'Emmanuel Macron qui était j'allais dire assez sereine sur l'idée que Marine Le Pen serait au second tour et que le laminage entre guillemets serait facile. C'est moins évident aujourd'hui. On va parler de tout ça, on va parler de la réserve de voix, mais le principal concurrent de Marine Le Pen encore et toujours à l'extrême droite, c'est Éric Zemmour, et on l'a évoqué un petit peu dans le journal.
Éric Zemmour, cet après-midi, a été refoulé du Z5. Qu'est-ce que c'est que le Z5 ? C'est une salle de sport, une salle de foot à Aix. Et c'est la propriété du frère de Zinedine Zidane, Noureddine Zidane. Écoutez un extrait de cet épisode. Tout. Allez, tenez. Merci. Donc on n'a pas le droit de jouer chez vous. Est-ce que vous pouvez sortir ? Est-ce qu'on a le droit de jouer chez vous ? Non, merci, on vous a demandé de sortir chez vous. On vous a demandé de sortir. Non, mais on note qu'on n'a pas le droit de jouer chez vous, même si on fait. C'est pas pareil. Vous avez tout dit là. Vous pouvez sortir chez vous. Allez, c'est bon. Allez, dehors. Voilà, les propos sont simples, c'est-à-dire que la salle a été louée par l'équipe d'Éric Zemmour pour un petit moment de convivialité après la réunion publique, et puis elle a été louée, mais elle n'a pas été louée au nom d'Éric Zemmour pour des questions de sécurité pour le candidat de Reconquête. Et là, quand arrive Zemmour, avec, je le disais tout à l'heure dans le journal, ses chaussettes blanches, sa tenue de foot, etc., Noureddine Zidane et ses équipes n'en reviennent pas et disent « Monsieur, c'est bien gentil, mais vous allez sortir de là ». Qu'est-ce que vous pensez de cet épisode ? Marie-Virginie Klein. Alors, c'est très étonnant. D'ailleurs, c'est très étonnant que les équipes d'Éric Zemmour aient pas double vérifié qu'ils puissent vraiment y aller. Vous voulez dire double-checker, mais vous nous faites votre j'ai fait du québécoise. franglais, pardon, mais quand on s'occupe sérieusement d'accompagner un candidat aussi polémique qu'Éric Zemmour, on fait quand même attention au lieu où on l'emmène. Bon là, en plus, ça s'appelait le Z5, donc ça s'y prêtait peut-être très bien si on reprenait la lettre Z, mais en général, quand même, on vérifie que ça soit bien compatible et qu'il n'y ait pas de problème, y compris si on ne réserve pas avec le bon nom. Après, je pense que c'est un extrait que Éric Zemmour pourra peut-être réutiliser pour se victimiser, parce que évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas totalement juste de ne pas autoriser quelqu'un à aller dans un lieu public, ou en tout cas dans un lieu réservable par tous. Vous avez l'un des employés justement de la salle de sport qui dit il y a une question d'image. Voilà, ça c'est l'extrait qui était difficile à prendre parce qu'on a demandé à toutes les caméras de couper le son. Certains ont réussi à, entre guillemets, à faire les hussards et à quand même prendre le son, mais toutes n'ont pas réussi. Donc sur certaines images, on voit effectivement un employé dire écoutez, il y a une question d'image, maintenant vous sortez s'il vous plaît, maintenant dehors. Voilà. Jean-Yves Le Borgne. Écoutez, quand on loue une salle, c'est du business. Quand on met à disposition d'une salle, c'est de la politique. Faire les deux ensemble, c'est peut-être un petit peu compliqué. Et puis, au fond, je me demande si, en se positionnant, comme vous le disiez à l'instant, dans une situation de victime, l'incident ne sera pas de nature à être plutôt favorable à Zemmour. William T, sur cet épisode ? Je ne suis pas sûr que ça lui soit vraiment favorable dans la mesure où ça accentue encore plus le fait qu'il soit rejeté et que ça accentue encore plus la différence qu'il a avec Marine Le Pen qui a réussi à se normaliser. En fait, moi, je le vois un peu comme ça. Ils se partagent le même électorat. Donc, il y a environ 30% qui se partagent entre les deux. On le voit notamment depuis septembre, dans la mesure où ils sont toujours un bloc entre 30 et 32%. Et la difficulté qu'a Éric Zemmour, vous voulez dire, en fait, faites l'addition de Marine Le Pen avec Éric Zemmour. Et en fait, ce qu'avait dit Éric Zemmour en entrée de campagne... Il y a 2 tiers, 1 tiers. Voilà, il avait dit, moi, je suis candidat pour 2 raisons. 1, c'est pour combattre le grand déclassement et le grand remplacement. Et 2e point, je suis candidat parce que Marine Le Pen n'a aucune chance de gagner contre Emmanuel Macron. Et moi, par contre, j'ai une chance. Et en fait, ce qu'on remarque, notamment depuis la fin de la crise sanitaire, c'est que depuis qu'il va en fait sur le terrain, il suscite beaucoup d'opposition. Et donc se pose un doute raisonnable. D'animosité, en fait, avec une partie de l'électorat de droite radicale qui se posera la question suivante et qui a eu la même question il y a 5 ans avec François Fillon, c'est est-ce que ça vaut le coup de voter pour lui alors qu'il y aura une opposition quasiment constante et est-ce qu'il est capable de surpasser la barre des 51% en vue d'un second tour face à Emmanuel Macron. Face à Marine Le Pen, je pense qu'il perd un point sur ce coup-ci. Il aurait plutôt dû se concentrer sur l'autre déplacement dans les quartiers nord de Marseille qui était plus en rapport avec sa politique plutôt que sur ce déplacement-là. Raphaël Saint-Ville. Oui, moi ce que je note en fait, c'est que c'est le seul qui va encore sur le terrain. Même Marine Le Pen finalement fait une campagne qui est d'une certaine manière assez similaire à celle d'Emmanuel Macron, assez en retrait, prenant très peu de risques. Et elle a été en Guadeloupe quand même. Oui, non mais elle a fait quelques. Je dis pas elle n'a fait aucun déplacement, mais elle prend beaucoup moins de risques, elle s'expose beaucoup moins. Éric Zemmour, ces dernières semaines, il a été à la colline du Crac à Paris, il a été à Sevran, il a été dans les quartiers nord de Marseille, il a été à Aulnay-sous-Bois. Donc le même candidat qui finalement qui ose dire tout haut ce que la plupart des ce qu'un certain nombre de Français pensent tout bas, et le même candidat qui finalement va là où les autres ne vont pas. C'est intéressant ce que vous dites, mais est-ce que c'est pas parce que pour Éric Zemmour, c'est le régalien, la sécurité des Français, et donc effectivement Aulnay, Sevran, là où il y a des policiers et des affaires
des faits divers, etc. Et Marine Le Pen, elle a quand même beaucoup axé son programme sur le pouvoir d'achat, donc oui, moins sur le régalien. Mais vous avez raison, c'est une différence notable. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai l'impression, mais en tout cas si on juge au seul sondage, c'est une stratégie très payante pour Marine Le Pen. Après, de transformer finalement des consommateurs en électeurs, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, moi je pense que c'est-à-dire qu'en fait, elle ne s'adresse pas à l'âme patriotique de sa base qui est aujourd'hui est appelée à voter dans maintenant 8 jours. Elle fonctionne avec des stimuli qui sont ceux d'un marketeur qui cherche, en agitant plus 2 euros, plus 100 euros, qui essaye de convaincre les gens que c'est le bon produit. Oui, mais est-ce que cette stratégie, qui aujourd'hui, en tout cas dans les sondages, s'avère extrêmement payante, sera celle qui va faire que ces électeurs vont se déplacer dans les urnes? Ça, c'est la grande incertitude. Et elle le sait d'autant mieux qu'elle a toujours payé. Moi, je suis assez sur votre ligne. C'est-à-dire qu'on est en train de dire quelle bonne idée a eu Marine Le Pen de se dédiaboliser, de se fondre dans le paysage, de devenir finalement une candidate comme tout le monde, de se préoccuper du porte-monnaie de la ménagère. Ça, voilà, enfin, elle a compris. Peut-être, je ne suis pas devin, je ne vais pas m'engager dans des prédictions, mais à mon avis, à force de se confondre avec la muraille, on n'est plus visible. De telle sorte que, certes, un candidat comme Zemmour est un candidat qui peut susciter des rejets violents, mais qui a une sorte de squelette de réalité forte. Lorsque vous voulez absolument plaire à tout le monde, vous finissez par ne plus intéresser personne. Bon, c'est pas ce que disent les sondages. Non, on est d'accord, est d'accord. Mais d'abord, il y a cette échéance électorale. On va voir si les sondages sont effectivement une bonne image de la réalité. Sachant que les sondeurs n'ont jamais été aussi prudents que oui, voilà. Donc, que cette année. Et puis, il y a un autre problème. Que sera le populisme de droite dans quelques années? Sera-ce encore Marine Le Pen? Une pause et on revient dans un instant. Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve. Avec Raphaël Steinville de Valeurs Actuelles, William Tay du think tank Le Millénaire, avec l'avocat Jean-Yves Le Borgne et la conseillère en communication Marie-Virginie Klein qui voulait revenir justement sur ce qui vient d'être dit sur Marine Le Pen. Oui, moi je trouve qu'elle a assez bien joué sa fin de campagne, justement. Parce qu'elle a assumé complètement cette image à laquelle on n'était pas habitué, de femme finalement souriante, presque chaleureuse, faisant le moins de polémiques. Dit, hein. Voilà, c'est la fille d'à côté. Quasiment. Je vais encore avoir je sais, les auditeurs, voilà, je vais encore avoir un tweet plein de arrêtez de parler anglais, Villeneuve avec vos anglicismes, etc. Voilà, donc pardon, la fille d'à côté. Donc le moins de polémiques possible. Et puis son affiche là de campagne, la dernière, elle la signe avec ce titre qui est Femme d'État. Est quand même assez engagée comme prise de position. On parle très peu de femmes d'État, on parle d'hommes d'État. Et donc, elle assume complètement de jouer sa carte femme avec cette affiche. Et c'est d'ailleurs la confirmation de ce qu'on avait vu pendant tout le début de sa campagne. Elle joue, c'est un peu son coming out, encore un mot anglais, de la féminité. Et donc, oui, alors elle a fait beaucoup de terrain quand même au début de la campagne, hein, peut-être moins qu'Éric Zemmour, j'ai pas compté les déplacements. Et là, c'est vrai qu'elle se concentre maintenant sur le national. Si on regarde son programme de la semaine prochaine, elle a une matinale par jour, elle a 2 journaux télévisés de 20h. Donc elle va se concentrer pour être la plus présidentiable possible. Et d'ailleurs, on note que c'est la dernière à pointer du doigt la polémique McKinsey vis-à-vis d'Emmanuel Macron, justement pour rester dans cette stratégie du surplomb. Est-ce que le fait que la semaine dernière dans le JDD, elle a dit de toute façon c'est la dernière fois, ça on le savait que c'était la dernière fois qu'elle briguait la présidentielle, mais elle a dit sinon je reviendrai plus en politique. Enfin bon, après elle s'est rattrapée là-dessus, hein. Elle a dit que finalement si elle referait de la politique, mais il y a eu ce côté un peu nonchalant. De toute façon après je reviendrai plus. Alors moi je la crois quand elle dit ça. C'est vrai que quand un politique dit ça, on se dit toujours non mais on se dit toujours je crois pas. Pour le coup ça fait 20 ans qu'elle est en première ligne et ça fait 20 ans qu'elle est dans sa stratégie de dédiabolisation du FN. Je pense que 20 ans dans cette position
quand même hyper difficile à tenir, où on est violenté en permanence. Je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est que de représenter le Rassemblement national. Moi, quand elle dit c'est la dernière fois, et en plus avec le coup que lui a fait Marion Maréchal Le Pen et le nouveau duo Éric Zemmour-Marion Maréchal Le Pen, moi je la crois quand elle dit que c'est la dernière fois. Vous l'avez rencontré quand dans le cadre de votre livre? En juillet-août, l'été dernier. Et quand elle... Donc on n'a pas parlé de politique, hein, je le rappelle, c'est femmes de pouvoir. On a parlé de pouvoir et d'exercice du pouvoir. Et voilà, elle a montré aussi la suspicion qu'elle avait vis-à-vis du pouvoir. Elle a vu son père dans ses stratégies de courtisanerie permanente. Elle dit le pouvoir, c'est quand même quelque chose qui peut être très compliqué à tenir. Et moi, je l'ai senti quand je l'ai vu. Toujours, évidemment, c'est Marine Le Pen, donc c'est une battante, elle continue, etc. Mais là, j'ai senti effectivement qu'elle le faisait, mais je ne suis pas sûre qu'elle continue encore des années. Elle était prête à le faire, même s'il y a des aspects de ce pouvoir qui la dérangeaient, voire, j'allais dire, débectaient, pour utiliser un mot très familier. Oui, parce que je pense qu'elle, si elle accédait au pouvoir, et là on est vraiment sur une hypothèse très très incertaine, je pense qu'elle aura à cœur de marquer un changement dans la façon d'exercer le pouvoir, et notamment sur tous ces sujets de courtisanerie sur lesquels elle a beaucoup insisté. C'est quelque chose qui lui déplaît profondément. Projetons-nous quelques instants sur le deuxième tour, Raphaël Saint-Ville. Comment est-ce que, là, avec 22%, cette réserve de voix qui est une espèce de fantôme, là, comme ça, dans chaque élection, comment est-ce que vous voyez cette deuxième semaine qui arrive après le premier tour? Il y en a un à 28, 29%, ça dépend des sondages, 27,5%, une autre à 22%. Est-ce qu'il peut y avoir un rapprochement? Est-ce que, en tout cas, c'est plus le 60-40 qu'on annonçait au mois d'août dernier? Oui, c'est plus le 60-40. Et puis même, il faut se souvenir, il y a encore quelques mois, on en revenait sans cesse à ce débat de l'entre-deux tours où la prestation de Marine Le Pen face à Emmanuel Macron l'aurait condamnée pour l'éternité. Et Marine Le Pen, en tout cas dans les commentaires d'un certain nombre de professionnels, n'était plus qu'une sorte d'astre mort dont on pariait sur la fin prochaine. On voit que finalement, elle a un certain nombre de forces, de réserves, pour parler avec des termes à la mode, d'une forme de résilience assez étonnante. Et là où c'est très surprenant, c'est que si on en revient aux derniers instants de cette campagne, c'est vrai que elle a su toujours, peut-être en aplanissant un certain nombre de points urticants de son programme, faire en sorte que les Français la voient vraiment autrement. Et ça change peut-être les perspectives dans le cadre d'un deuxième tour. Mais ce qui faisait que les gens votaient pour le Rassemblement national, notamment le magistère qu'ils exerçaient sur les sujets régaliens, l'immigration, aujourd'hui, on l'entend quasiment. Alors, bien sûr qu'elle en parle, mais tellement mezzo voce que je ne sais pas si elle va ne serait-ce que parvenir à se qualifier, parce que je pense que le moteur, c'est-à-dire que le fait de faire des selfies dans la rue avec des gens, et effectivement, elle en fait, il y a de la sympathie, parfois même de l'amour, et on le voit dans un certain nombre de reportages et documentaires qui sont consacrés sur la campagne de Marine Le Pen, mais ça ne transforme pas ça en moteur pour aller voter. Donc moi, j'ai encore, je pourrais commenter à l'infini cet éventuel deuxième tour, mais pour l'instant, j'ai de sérieux doutes à imaginer que ce soit absolument certain. Oui, MT. Moi, je pense qu'elle mène ce type de campagne parce que, comme vous l'avez rappelé, Marie-Virginie Klein, c'est la dernière fois qu'elle est candidate. Pourquoi est-ce que c'est la dernière fois qu'elle est candidate? Parce que si elle veut gagner un jour l'élection présidentielle, c'est l'année ou jamais, pour différentes raisons. Donc elle donne tout. Elle donne tout, et elle fait une stratégie non pas de premier tour en vue de se qualifier au second pour sauver les pots cassés, mais elle fait une stratégie pour gagner quoi qu'il arrive. Et pour gagner quoi qu'il arrive, ça repose sur plusieurs conditions. Premier point, il faut apparaître comme étant moins clivant que le président sortant. Et donc que l'anti-lepénisme soit moins fort que l'antimacronisme dans le cadre d'un second tour, dans la mesure où l'antimacronisme est un moteur puissant sur une partie de l'électorat. Donc l'objectif, c'est de pouvoir adoucir son image. Le premier point, ça a été aidé par Éric Zemmour. Deuxième point, ça suppose de lever les tabous, les grands totems du Rassemblement national, il faut les abattre un par un. Donc sur la question migratoire et sur la question notamment de l'Union européenne. Le troisième point, moi j'ai attrapé ça aussi d'une manière, on peut faire un parallèle avec la campagne de 95.
entre d'un côté Édouard Balladur et Jacques Chirac et de l'autre côté entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'en fait, les deux ont adopté des tons similaires. C'est-à-dire que Zemmour parlait plus aux intellectuels de la droite, à la droite qui était profonde, qui était beaucoup plus conceptualisée, théorisée, un peu comme Édouard Balladur, alors que Jacques Chirac et Marine Le Pen, on comprend toujours pas ce qu'ils veulent faire, même en 2022, en 95, on comprend toujours ce que peut faire Jacques Chirac. Et aujourd'hui, on est incapable de dire ce que veut faire véritablement Marine Le Pen, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont contradictoires dans sa campagne. À un moment, elle dit qu'en fait, elle veut respecter les cadres budgétaires, notamment donc pour entrer dans les clous de ce qu'on appelle le pacte de stabilité, donc les critères de la zone euro. Mais dans le même temps, elle dit qu'elle va faire la grande razzia sociale et qu'elle va aller en contradiction avec la politique économique et sociale d'Emmanuel Macron. Seulement, on ne pouvait pas à la fois respecter les règles du pacte de stabilité et en même temps ne pas augmenter la retraite à 65 ans et pas respecter le cadre budgétaire. Après, moi, je vois un quatrième point sur la stratégie de Marine Le Pen, comme c'est sa dernière fois, en fait, il faut qu'il y ait plusieurs conditions et on arrive dessus. Première condition, c'est que le bloc qu'on appelle modéré ou des partis de gouvernement soit inférieur à ce qu'on appelle le bloc populiste. Donc, quand on regarde les sondages, Jadot, Hidalgo, Zemmour, Macron, Pécresse, et en face on met Mélenchon, Zemmour et Le Pen, le bloc populiste est supérieur au bloc modéré. C'est la première fois que ça arrive. En 2017, le bloc modéré était supérieur au bloc populiste. Deuxième point, c'est que les sondages au second tour sont en train du coup de se réduire. Mais pourquoi est-ce qu'ils se réduisent ? Premièrement, il faut que les voix de gauche partent moins sur le président de la République et se reportent beaucoup moins, donc il faut éviter le front républicain. Donc si par cas vous prenez des totems, comme vous l'avez indiqué sur la question migratoire, etc., c'est fini, la gauche va se reporter massivement sur le président de la République. Deuxième point, il faut que la droite aussi ne se reporte pas massivement sur le président de la République. Donc du coup, il faut parler à la fois aux électeurs de Zemmour et également aux électeurs de Pécresse pour obtenir une neutralité à ce niveau-là. Troisième point, et c'est la plus importante, c'est qu'il faut éviter dans le cadre d'un second tour, parce qu'en fait, les sondages que vous avez actuellement au second tour ne sont pas fiables dans la mesure où, une fois qu'on aura les résultats du premier tour et qu'on aura la tête d'affiche, les Français se projetteront. Et ce qu'on voit à chaque fois, c'est que Marine Le Pen est plus haute au second tour avant l'annonce réelle des résultats du premier tour et qu'elle commence à baisser. Donc vraisemblablement, elle doit rattraper 10 points entre avec Emmanuel Macron. Ça veut dire qu'il faut qu'elle rattrape 4 millions de Français avec Emmanuel Macron dans le cadre d'un second tour. Ces 4 millions, elle les a comment ? En fait, la principale donnée qu'elle a, elle sait qu'elle n'est pas majoritaire, c'est que les gens n'aillent pas voter Macron. Alors, il y a effectivement, c'est presque aussi efficace que les chiffres et les lettres. Là, hein. Il y a vraiment, c'est de l'arithmétique pure, puisqu'on reste là-dessus. Il y a encore, et ça fait partie, c'est encore un autre fantôme de l'opéra, c'est ce vote caché Zemmour. C'est-à-dire que ça revient, on en parle encore ces derniers jours, j'allais dire les dernières heures, mais c'est vrai que de plus en plus revient cette hypothèse de, bah oui, il y a des gens qui, quand un sondeur téléphone, disent je vais voter pour un tel ou pour un tel, ils disent tout sauf Zemmour, et en fait, ils vont voter pour Zemmour. On y croit ou on n'y croit pas à ça ? Ouais, moi, je crois que c'est encore crédible, et je dirais réciproquement, l'idée que Marine Le Pen se soit normalisée, si on peut dire, banalisée, humanisée, mais dédiabolisée. Vous disiez à l'instant... C'est un copyright du RN, ça, on ne sait pas ce qu'elle ferait si elle était élue. Mais c'est vrai qu'à force d'être dans la banalisation, on finit par être dans l'inexistence. Parce que quand on choisit un président, c'est quand même, à défaut d'épouser un programme de détail, c'est au moins pour avoir une direction. Alors, on dit, là, semble-t-il, dans un accord global, c'est la dernière fois. Moi, je pense que cette notion de dernière fois, c'est aussi un argument politique. C'est vous n'aurez plus l'occasion de voter pour moi. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est à la limite d'ailleurs d'un chantage affectif. Ouais. C'est comme les adieux de Charles Aznavour, paix à son âme d'ailleurs, parce que le nombre de fois où il a fait une tournée d'adieu. C'est ça, la dernière tournée. Hein. Ouais. Et puis, alors, vous disiez aussi que le débat de deuxième tour, dont on disait qu'il l'avait pulvérisé, réduit à néant, n'avait finalement pas... mais vous savez, l'avocat que je suis ne devrait pas considérer que la récidive est une obligation, mais elle n'est pas non plus complètement à rejeter. On verra si ce débat de deuxième tour devait être le même qu'en 2017, si par extraordinaire, les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Et puis finalement, il y a un autre point. Et ce qui fait l'incertitude de la candidature de Marine Le Pen sur ce programme un peu flou, je vous aime, et le programme et le porte-monnaie de la ménagère est important. Oui, mais quoi d'autre ? Qui sont les personnes qui pourraient autour d'elle prendre en charge sérieusement l'intérieur, les affaires étrangères, les forces armées ? Finalement, qu'est-ce que cette femme
sympathique, qui ressemble à une voisine et qui finalement criait fort avant. Sympa, voisine. Et qui maintenant s'est un petit peu édulcoré, assagi avec l'âge. Est-ce que finalement, ça vous fait un programme et est-ce que c'est une vraie proposition politique que cette attitude-là ? Qui veut répondre à Maître Le Borgne, sur les voisines notamment? William T a l'air à fond. Il y a 2 points sur la question du vote caché. En fait, quand vous faites des sondages, notamment des sondages d'intention de vote, les sondeurs opèrent ce qu'on appelle le redressement. En fait, c'est-à-dire que quand vous prenez un panel, donc 2000 personnes, c'est-à-dire que quand Marine Le Pen fait 22%, c'est-à-dire qu'il y a 220 personnes qui répondent Marine Le Pen. Mais souvent, c'est jamais le cas. Et donc, du coup, les sondeurs opèrent ce qu'on appelle un redressement pour augmenter le vote Le Pen par rapport aux données qu'ils ont sociologiques et par rapport aux résultats des dernières élections. La difficulté qu'on a sur le vote Zemmour, c'est que comme c'est la première fois qu'il est candidat, comment vous faites un redressement sur le vote d'Éric Zemmour? Donc, on ne peut pas exclure qu'il y ait un vote caché Éric Zemmour. Là où, par contre, on a une difficulté pour savoir, ou je pense qu'il y a une difficulté pour qu'il y ait un réel vote caché qui lui permette d'accéder au second tour, c'est qu'en fait, est-ce qu'un électeur du Rassemblement national quitterait Marine Le Pen aujourd'hui pour aller voter Éric Zemmour alors qu'elle est quasiment sûre d'être qualifiée au second tour et que c'est elle qui a les meilleurs sondages pour s'opposer par rapport à Emmanuel Macron? C'est le premier élément. Deuxième élément, c'est qu'en fait, sur les électeurs de Valérie Pécresse, il n'y en a pas assez qui pourraient voter pour Éric Zemmour, qui ensuite lui permettrait en fait d'accéder au deuxième tour. Donc il reste une troisième cible électorale qui sont les abstentionnistes. Mais dans un contexte où il y a beaucoup d'abstention, est-ce que c'est pertinent d'aller chercher les abstentionnistes pour venir sauver votre candidature? Donc moi, c'est pour ça que je mets un bémol sur le vote caché Éric Zemmour sur ces 3 points-là. Sur la question de Marine Le Pen, en fait, c'est soit elle perd au premier tour, soit elle perd au second, soit elle gagne l'élection présidentielle. Il lui faut, nous on avait travaillé sur cette question, je crois qu'il lui faut 10 conditions cumulatives pour qu'elle soit élue présidente de la République face à Emmanuel Macron. C'est quasiment impossible. L'avantage qu'elle a eu, c'est Éric Zemmour qui lui permet en fait permettre d'avoir un rassembleur de voix et qui ne l'oblige pas en fait à prendre les thèmes qui sont les plus à droite, qui étaient notamment les thèmes de son père et qui lui permettent de se centraliser et de se normaliser. La difficulté qu'a Marine Le Pen, c'est une question qui est clé. Quand on regarde toutes les projections de vote au second tour, c'est le vote des retraités. C'est sur ce vote-là en fait qu'elle perd et qu'il y a un croissement d'écart avec Emmanuel Macron, c'est que je crois qu'elle gagne dans quasiment toutes les catégories, donc la catégorie des actifs, la catégorie des jeunes, les ouvriers, les catégories intermédiaires, etc. Mais par contre, elle perd dans une catégorie, c'est le vote des retraités. Tant qu'elle n'est pas susceptible de convaincre les retraités, donc d'adopter, c'est là où moi je vois la grande contradiction de Marine Le Pen, donc d'adopter un cadre européen, budgétaire normé, qui soit le responsable, le bon vieux père de famille responsable, vous ne pouvez pas convaincre ces électeurs-là. Mais dans le même temps, si vous mettez une gestion budgétaire stricte, l'orthodoxie budgétaire comme on appelle traditionnellement, mais en même temps vous voulez raser gratis et permettre la grande révolution sociale pour lutter contre le président des riches, vous apparaissez sur la grande contradiction qui peut se révéler dans le second tour de l'élection présidentielle. Raphaël Steinville. Oui, pour en revenir sur le vote caché, j'ai rien à ajouter. Si, j'ajouterai une chose par rapport à ce que William T vient de dire, c'est que lorsqu'on prend les sondages, et notamment celui d'Ipsos, et qu'on regarde les différentes lignes, les annexes, les petites astérisques qui sont dans son sondage, on s'aperçoit que sur les électeurs qui sont certains d'aller, qui se déclarent être certains d'aller voter, 6% de ces électeurs qui se déclarent certains d'aller voter ne déclarent pas pour qui ils vont voter. Et parmi ces 6%, on se demande aujourd'hui, un certain nombre de personnes qui lisent ces sondages, si ne se trouvent pas là ces électeurs peut-être qui manqueraient à Éric Zemmour une sorte de vote honteux. Hier, qui était celui de Jean-Marie Le Pen lorsqu'il se présentait, on sentait que les sondeurs avaient de grandes difficultés à pouvoir, de manière extrêmement fine, donner des sondages qui collent à la réalité du vote. Et là, encore une fois, et notamment lorsque l'on prend les sondages d'Ipsos et cette petite variation, ces astérix, je crois que c'est entre 4 et 7% en fonction des rollings et des jours. Donc, c'est une sorte de vote honteux qui serait le vote caché Éric Zemmour. Est-ce que vous voulez rajouter encore un mot? Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je pense qu'il y aura peut-être pas mal d'électeurs qui auront envie de voter utile et qui vont se dire je vais voter tout de suite Marine Le Pen sans faire le détour par la case Éric Zemmour, justement pour s'assurer que ses idées soient représentées au second tour. On dit toujours que le premier vote, c'est le vote du cœur. Enfin, le vote du premier tour, c'est le vote du cœur et que le vote du second tour, c'est le vote de la raison. Moi, j'ai l'impression que là, le premier vote, ce sera déjà le vote de la raison pour un certain nombre d'électeurs.
Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur Marine Le Pen. Il nous reste à peu près 10 minutes d'émission. Je voulais évidemment parler de la guerre en Ukraine qui continue. On est au 38e jour de guerre. On a appris aujourd'hui notamment la découverte d'un 6e journaliste tué sur place, un journaliste photoreporter ukrainien très connu là-bas, père de 4 enfants. Évidemment, nos pensées vont à sa famille. Il y a eu quand même cette interview de la ministre Florence Parly, la ministre des Armées, ce matin dans Le Parisien. Et ce qui m'a interpellé quand même, c'est cette petite musique qui commençait à monter notamment à l'Assemblée nationale chez certains députés, comme quoi la France n'aurait pas suffisamment de munitions si jamais nous allions à un conflit de haute intensité, quel qu'il soit d'ailleurs, pas seulement en Ukraine, mais également dans un autre pays, si jamais on se retrouve à être en conflit direct. Il y a effectivement une force de dissuasion, on le sait, notamment grâce aux sous-marins nucléaires et aux sous-marins, dans ces sous-marins nucléaires, les sous-marins lanceurs d'engins. Il y a, et ça elle le dit, effectivement, Florence Parly, la posture nucléaire de la France est-elle renforcée? Pas de commentaire, l'ambition de l'un des éléments, c'est la dissuasion, mais effectivement, elle dit parmi les sujets à réparer, il y a effectivement la question des munitions dont personne ne s'était réellement occupé dans les années qui précédaient, car c'était l'économie facile, cela ne se voyait pas trop. A contrario, nous avons prévu un investissement de 7 milliards d'euros via la loi de programmation militaire pour commencer à remettre à niveau nos stocks. En attendant, aujourd'hui, s'il y a un conflit, on est mal, comme dirait l'autre. 3 jours de munitions, comme l'affirmaient un certain nombre de parlementaires de la commission de défense. Bien évidemment que c'est inquiétant, c'est grave, d'autant plus grave que on est dans un conflit, en tout cas aux portes d'un conflit. On ne sait pas si, on espère, on prie tous pour qu'il ne s'étende pas davantage, mais la participation, en tout cas de la France à ce conflit en livrant et en assumant de livrer des armes à l'Ukraine, nous met quand même très largement sous la menace d'une réplique russe immédiate. Immédiate, on ne sait pas, très honnêtement. Jean-Yves Le Borgne, moins convaincu. Oh, écoutez, moi, c'est peut-être un optimisme pathologique, mais franchement, l'idée que l'armée russe, qui semble quand même dans une situation ukrainienne pas si facile que ça. On nous parle de l'évacuation du nord, c'est-à-dire de la région de Kiev, du rassemblement des forces sur l'est de l'Ukraine. Que l'armée russe, tout à coup, veuille s'attaquer à l'Europe occidentale, c'est-à-dire à l'OTAN, ça me paraît quand même assez pessimiste comme vision des choses. Maintenant, bien entendu, un dérapage n'est jamais exclu. Alors, cette histoire de munitions, je n'en connais pas le détail. J'ai, comme vous, vu ce que disait la ministre à ce sujet. Je pense qu'il faut comprendre que la défense française est depuis plusieurs décennies, vous le citiez, fondée sur la dissuasion, c'est-à-dire notamment sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, sur la bombe atomique. De telle sorte que l'armement traditionnel est par définition un peu en retrait, ceci permettant de limiter cela. Je crois que le problème a été mis à jour. On va tenter, semble-t-il, d'y porter remède. Mais de là à ce que ça constitue un danger immédiat et qu'il faille ajouter à l'incertitude de la période ce frisson que d'aucuns veulent susciter sur l'échine de nos compatriotes parce que la France serait menacée sans armes, restons sérieux. Vous écoutez bien Europe 1, nous sommes bien en 2022. Ça n'est pas le général de Gaulle, nous ne sommes pas dans les années 60. William T. Moi justement, je m'inscrirai en contraire de ce qui a été dit. Moi je pense que nous vivons une situation qui est exceptionnelle et que nous vivons des bouleversements géopolitiques de grande nature qui nous conduisent à nous réarmer, mais je vais les développer. Quand vous parlez sur la question des munitions, c'est pas uniquement la question des munitions en fait qui est en jeu. Lorsque la France fait ce qu'on appelle une opération extérieure, il nous manque de tout. C'est-à-dire que nous avons des hélicos qui décollent pas. Nous avons un matériel qui est abîmé et un matériel en fait qui n'a pas été renouvelé parce qu'on n'a pas fait d'investissement dessus depuis plusieurs années. C'est ce qui avait conduit notamment au départ du général Pierre de Villiers en 2017, qui avait été remercié par Emmanuel Macron. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'en fait nous avons adopté ce type de stratégie? Parce qu'en fait Jacques Chirac, qui arrive à la présidence de la République en 1995, considère qu'après la période de la guerre froide, la France n'a plus besoin en fait de maintenir une présence armée forte parce que d'une part, nous sommes protégés par le parapluie américain et deuxièmement, il n'y a pas de conflit en fait qui menace nos frontières
frontières. Mais seulement ce monde a changé. On voit qu'on est de nouveau dans un monde multipolaire qui va être marqué par le conflit entre la Chine et les États-Unis. On voit qu'on a le retour des nations empires. On voit qu'Erdogan a des ambitions impérialistes. On voit que Vladimir Poutine a des ambitions impérialistes. Et donc, du coup, avec le retrait américain, notamment qui se dirige vers l'Asie et donc, du coup, vers la zone Indo-Pacifique, nous, notre question, c'est comment on fait pour protéger 3 frontières précises. La question de l'Afrique, notamment Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. Deuxième point, c'est qui va protéger notre frontière au Moyen-Orient et notamment notre approvisionnement au pétrole, qui est une question, en fait, quotidienne et existentielle. Troisième point, c'est la frontière à l'Europe de l'Est. La question qui doit être posée notamment sur cette frontière-là, c'est est-ce que les Américains vont véritablement envoyer les GI et les Boys pour protéger les Européens ? Moi, je pense qu'il y a un doute qui est posé. Et donc, la question essentielle, c'est qui va protéger les frontières européennes ? Et les seules frontières européennes avec le départ du Brexit, c'est l'armée française et l'armée européenne. Donc, il y a 2 questions. C'est comment on fait pour nous réarmer militairement ? Et deuxième enjeu, c'est comment en fait on évite les règles pour qu'en fait les autres pays se dirigent vers nous et en tout cas qu'on mette une solidarité européenne. Et moi je pense qu'il faut aboutir à la création d'un OTAN européen. Juste un bémol sur l'hélico qui décolle pas. Effectivement, il y a peut-être quelques couacs, mais je peux vous emmener notamment à bord des hélicos de l'aéronavale et ils décollent très bien. Marie-Virginie Klein, là-dessus. Juste un mot sur la forme de l'exercice. C'est accorder une interview aux Parisiens quand on est ministre de la Défense en pleine guerre, c'est un des exercices les plus compliqués à réaliser parce qu'il faut à la fois dire quelque chose, mais en même temps surtout ne rien dire puisqu'il ne faut pas informer l'ennemi des réelles intentions. Il y a des sujets classifiés d'ailleurs. Des réelles intentions. Donc, sur le nucléaire, elle répond voilà, la posture nucléaire de la France est-elle renforcée ? Pas de commentaire, point. L'ambiguïté est l'un des éléments de notre dissuasion, point. Terminé. Ouais, voilà. Donc il y a des sujets classifiés. Donc elle dit des choses, mais en même temps, elle ne dit pas grand-chose dans cette interview, et c'est un peu obligatoire. Donc c'est vrai que ce sujet sur les munitions, c'est un petit peu inquiétant. Moi, ce que j'ai surtout lu entre les lignes de cette interview, c'est que, la France n'ira pas seule dans la guerre, ou en tout cas, pour dire les mots exacts, il y a très peu de chances que la France entre seule dans la guerre. Donc ça, c'est une première façon de dire à la Russie que c'est tous pour un, importe tous pour un. Et 2, elle signale quand même que nos entreprises, nos industries sont en ordre de marche pour commencer à produire du matériel de guerre. Donc ça, c'est pour moi un deuxième signal envoyé, pas de menace, parce qu'elle n'est pas menaçante dans son interview, mais de message subliminal pour dire d'une part aux Français, on se prépare, on ne se laisse pas faire, on ne va pas rester les bras ballants, c'est d'ailleurs l'expression exacte qu'elle utilise, et d'autre part, dire indirectement à Vladimir Poutine qu'il ne s'en sortira pas si facilement. Mais justement, sur la question des armes qui vont être produites dans la future LPM, est-ce que c'est la ministre des Armées qui parle, ou est-ce que c'est la soutien au candidat Emmanuel Macron ? Les deux. Les deux ? Bon. Jean-Yves Le Borgne je devrais dire les deux commandants. Il faut que ceux qui nous écoutent sachent, c'est le cas depuis très longtemps, que la dissuasion nucléaire n'exclut pas une armée classique. C'est pas fromage ou dessert, c'est les deux. Voilà, c'est nécessairement les deux. Alors, nous expérimentons aujourd'hui que finalement l'armée française est à peu près la seule véritablement opérationnelle en Europe. C'est la seule armée européenne, je vous confirme. Oui. Et à part qu'Olaf Scholz a sorti le chéquier et va se réarmer pour faire une armée totalement gigantesque avec l'aide des Américains, mais et pas avec l'aide des Français. C'est important et nouveau, parce que les Allemands ont quand même mis leur défense dans les mains des Américains pendant des décennies et n'ont absolument pas investi. Donc l'idée dont on parle aussi de plus en plus d'une armée européenne est une nécessité. Et je pense que la guerre d'Ukraine nous montre que la menace d'une guerre classique est quelque chose qu'il faut envisager. Et permettez à l'ancien officier de marine de vous dire que cette notion est une notion qui existe depuis toujours et que nos militaires savent, même ceux qui n'ont rien à voir avec l'arme nucléaire, qu'ils sont essentiels pour la sécurité du pays et désormais de l'Europe. Raphaël Saint-Ville. Oui, juste une dernière précision, parce qu'on a parlé des munitions, mais certes, la France a une armée et la seule véritable armée d'Europe, mais il reste quand même encore un certain nombre de points où on a des vraies fragilités, notamment sur toutes les questions logistiques. Je ne sais pas si vous ignoriez ou si vous le saviez déjà, mais le matériel dont dispose l'armée, notamment au Mali, et aujourd'hui qui doit être rapatrié principalement en France, l'est fait par une compagnie ukrainienne
C'est quand elle n'était pas ukrainienne, elle était russe. Il se trouve que dans la rotation de ces, parce que c'est les seuls pays qui disposent d'avions suffisamment conséquents pour pouvoir. Exactement. Ouais. Et là, on a un défaut. Les avions cargo qui sont énormes. Exactement. Ouais. Et on a un défaut. Il se trouve que par chance, parce que souvent Emmanuel Macron en a quand même dans ces périodes, il se trouve que c'était la compagnie ukrainienne qui était présente lorsque la guerre a débuté. Mais on aurait été bien embêtés si c'était les Russes qui étaient sur place pour rapatrier nos chars et autres matériels. Merci beaucoup. Vous disiez qu'Emmanuel Macron avait de temps en temps de la chance. Ça me faisait penser à ce que disait Napoléon quand il voulait nommer un maréchal. A-t-il de la chance? A-t-il de la chance? Bah voilà. Et ça sera le mot de la fin à nouveau par Jean-Yves Le Borgne. Merci à vous quatre. Merci à Monsieur Le Borgne, à William Tay, à Raphaël Steinville et Marie-Virginie Klein. Très bonne soirée sur Europe 1.